Bonjour à tous. Donc, je reprends très rapidement parce que je pense que j'étais un peu flou sur ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, avec Rousseau, on a fini ce que je voulais montrer dans partant depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je le répète, c'était clair qu'il y avait un but à la vie et que c'était le bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Rousseau et d'autres auteurs de l'époque qu'on va voir un peu plus tard, on commence à se demander si ça pourrait pas être autre chose. Donc, il y a vraiment une sorte de fragilisation de la certitude sur laquelle le but de la vie, c'est le bonheur. Il y a plusieurs options qui vont être présentées. Et avec ces options, on va voir que va se présenter la possibilité qu'en fait, il n'y ait juste pas de but, en fait, finalement. Hein. Quelque chose qui n'était pas vraiment présent à l'esprit, quelle que soit l'affiliation des philosophes jusqu'ici. Mais pour comprendre ça, ce qui va être important, c'est qu'on va faire un détour par la métaphysique. On va arrêter de parler d'éthique, je vais juste présenter un peu le bonheur chez Hume. Puis pendant quelques sessions, on va se concentrer sur des questions métaphysiques, parce que ces questions-là, elles vont croiser aussi la question justement du bonheur, du but de la vie, et ça va donner des philosophies qui essayent de répondre aux deux en même temps. Donc, ce qui va être très important, surtout, c'est que on va voir des philosophies allemandes qui essayent de répondre à la question du but de la vie, mais qui en même temps proposent des théories assez métaphysiques sur la nature du monde. Et pour comprendre ça, il va falloir comprendre le grand système métaphysique qui va être utilisé par des auteurs comme Schopenhauer, comme Nietzsche, c'est-à-dire le système de Kant. Et le système de Kant, comme vous le savez peut-être, pour le comprendre, il faut comprendre un peu les problèmes que pose Hume, parce que le système de Kant, c'est en grande partie une réponse à tout un tas de problèmes métaphysiques qui sont soulevés par Hume. Enfin, plus des problèmes épistémologiques chez Hume qui vont être répondus de façon métaphysique chez Kant. Alors, juste avant d'entrer là-dedans, je voulais parler un peu du bonheur selon Hume, parce que là aussi, c'est quelque chose qui va expliquer un peu comment Kant et d'autres auteurs traitent le bonheur. Et puis ça, surtout, ça marque, on va voir que les positions défendues par Hume sur le bonheur, qui lui sont pas spécifiques, mais bon, c'est lui le plus connu, marquent un peu, en fait, vont un peu expliquer pourquoi, en fait, le bonheur, c'est plus trop une question philosophique à partir de ce moment-là. Vous avez peut-être remarqué dans l'Antiquité, on parle beaucoup du bonheur. Finalement, la philosophie contemporaine parle assez peu du bonheur. Et en fait, c'est pas juste que les philosophes se sont dit, bon, c'est un peu chiant comme question, on en a parlé pendant 2000 ans, on arrête. C'est qu'en fait, il y a des raisons de penser que c'est peut-être pas une question philosophique, en fait. La question du bonheur n'est pas une question philosophique, mais une question qui doit être laissée à d'autres disciplines. Et on va voir que c'est assez clair dans ce que propose Hume. Oui, C'est quoi la définition philosophique? psychologique. Non. Alors, ce sera un peu difficile parce que vous allez dire, mais en fait, il faudrait déjà définir ce qu'est le bonheur. Mais vu que c'est assez clair à l'époque comment on définit le bonheur, je vais expliquer en prenant l'exemple de Hume. Vous allez voir, c'est assez clair quand Hume dit, qu'est-ce que peut la philosophie sur la question du bonheur? Et ça va être très, très décevant. Mais c'est très, très intéressant parce que c'est un peu une conséquence logique. C'est pas juste Hume, ça l'intéresse pas le bonheur, au contraire. Mais c'est juste de dire, la philosophie peut pas dire grand-chose d'intéressant là-dessus. On va voir pourquoi. Donc, je vous rappelle, Hume, c'est le philosophe du XVIIIe siècle, et ce qui est important, c'est que c'est un empiriste, donc c'est quelqu'un qui pense que toutes les connaissances, toutes les idées, tous les concepts sont donnés par l'expérience. Il n'y a rien d'inné dans l'esprit humain. L'esprit humain acquiert toutes ses connaissances et toutes ses idées de l'expérience, et on suit ce guide, et en suivant ce... Il faut voir que l'empirisme, c'est un truc qui existe depuis longtemps, hein, ça existe depuis le début du XVIIe en Angleterre. Hume, il écrit, pour lui, l'empirisme, c'est un peu un truc, c'est pas un truc nouveau, mais Hume, c'est quelqu'un qui se dit que personne n'allait jusqu'au bout des conséquences de l'empirisme. Il va vraiment prendre l'empirisme le plus au sérieux possible. Et ce qui est important, c'est de voir que quand on le prend au sérieux, ça donne des conséquences un peu bizarres. Alors, on va déjà partir sur le bonheur, où les conséquences vous partiront moins bizarres. Donc voilà, Hume, sur la question du bonheur, se pose deux questions, hein, qui est la question que dois-je faire et comment dois-je vivre, la question du devoir moral, la question de la vie bonne. Donc on est déjà dans un cadre où la morale et le bonheur sont deux choses différentes qui sont distinguées. On a vu que c'était le cas dans les Lumières, puis Hume reprend ça, hein, c'est le même siècle. Il y a vraiment cette division maintenant entre la question qu'est-ce qui est bien moralement et qu'est-ce qui est le bonheur, qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, comme on a vu chez Rousseau, il peut y avoir des connexions entre les deux. L'idée que, par exemple, peut-être que le meilleur plaisir que je tire, et donc ce qui me rend le plus heureux, c'est la bonne conscience d'avoir bien fait. Mais c'est quand même des choses qui sont conceptuellement différentes. Maintenant, il n'y a plus de lien conceptuel entre les deux. Et la question que Hume affronte, c'est comment est-ce qu'on répond à ces questions dans un cadre empiriste, dans un cadre où toutes les idées viennent de la connaissance. Et comme je vous ai dit, par exemple, dans le cadre de la morale, donc ça je ne vais pas le développer, je vais plutôt me concentrer sur le bonheur, Hume considère que les seules expériences qu'on ressent qui nous donnent un sentiment qui est des choses positives et négatives, ce sont des émotions. Donc la morale, ça vient des émotions. Par exemple, pour Hume, c'est la compassion nous amène à approuver les actions qui font du bien aux autres, à désapprouver les actions qui font du mal aux autres. Et c'est ça la morale. C'est juste les sentiments positifs et négatifs qui sont tirés de ces émotions,
Qu'est-ce que c'est le beau? C'est d'autres émotions positives et négatives viennent d'autres émotions qui ne sont pas causées par la compassion, mais par le plaisir de voir quelque chose bien ordonné. Donc la plupart toutes les valeurs s'expliquent par des émotions pour Hume, parce que ce sont les seules expériences qui nous donnent accès à quelque chose de balancé, quelque chose qui a une valeur. Donc, dans le cadre de la morale, ça je passe très vite, Hume pense que la morale est entièrement dans notre esprit, les choses ne sont pas bien ou mal en elles-mêmes, c'est juste les émotions positives ou négatives qu'elles suscitent qui font que certaines choses sont bien ou mal. Donc chez Hume, c'est surtout une description de la morale humaine, hein, il n'y a pas vraiment de prétention normative plus loin, à part de dire, bon, ben, en général, chez les êtres humains, c'est ce type d'action-là qu'on approuve, donc ça c'est bien. Voilà, c'est à peu près ça, hein. Euh, alors, Hume se base sur une distinction conceptuelle qu'il faut que vous appreniez, parce que le but, c'est quand même de vous donner le but du cours, c'est quand même de vous donner les repères principaux pour lire l'histoire de la philo. En fait, au XVIIe siècle, à la fois les rationalistes comme Descartes et les empiristes comme Locke se sont accordés, parce qu'ils s'accordent sur certaines choses, pour faire une distinction entre ce qu'ils vont appeler les qualités premières et les qualités secondes des objets. Qu'est-ce que c'est les qualités premières? Ce sont les qualités qui sont vraiment dans l'objet. Par exemple, la forme d'un objet, elle est vraiment dans l'objet. Qu'est-ce que c'est la qualité seconde d'un objet? C'est des qualités qui n'existent que dans notre tête, mais qui sont causées par l'objet. Donc un exemple classique chez Descartes et chez Locke, c'est la température. La température est une propriété objective. La chaleur d'un objet, est-ce que vous voyez la distinction entre les deux? La chaleur d'un objet est subjective, hein, parce qu'elle peut ne pas être la même pour deux personnes. C'est quelque chose qui existe uniquement dans la tête, même si elle est causée, bien sûr, par des propriétés de l'objet. Alors, un truc qui est très discuté en métaphysique actuelle, mais sur lequel tout le monde au XVIIe siècle s'accorde, c'est que pour eux, les couleurs, ça n'est pas quelque chose qui est dans l'objet. Hein, dans l'objet, il y a certaines propriétés de refléter telle ou telle lumière, si vous voulez, mais la sensation de rouge, la sensation de bleu, ce qu'on appelle vraiment les couleurs, selon eux, c'est des choses qui n'existent que dans votre tête. Hein. De la même façon, Descartes dira, bah, le fait que l'aiguille soit pointue, ça c'est une propriété objective de l'objet, c'est une qualité première. Le fait que ce soit douloureux quand je vous l'enfonce dans la peau, ça c'est une qualité seconde. La douleur, c'est quelque chose qui existe uniquement dans votre tête. Est-ce que vous voyez? Alors le fait que vous saigniez et que vous pissiez du sang, c'est une qualité première, hein. Il faut bien distinguer. Mais le sentiment de douleur, c'est une qualité seconde. Donc vraiment, c'est une distinction essentielle de la philosophie du XVIIe, XVIIIe siècle. La distinction des qualités premières qui sont vraiment dans l'objet et la distinction des qualités secondes qu'on attribue à l'objet, mais parce qu'ils causent une certaine sensation en nous. Est-ce que tout le monde voit intuitivement l'idée? Oui? Est-ce qu'il y aurait une obsession du type Matrix, un solipsisme absolu dans lequel tout serait dans notre tête? Oui, ça s'appelle George Berkeley. C'est littéralement, alors je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il y a déjà un peu ça chez Hume, mais un philosophe qui pousse ça au maximum, c'est Berkeley qui dit, ben, en fait, techniquement, les objets, on les voit toujours via les sensations que ça produit en nous, donc on n'a accès qu'à des qualités secondes et j'ai jamais vu une qualité première de ma vie, donc peut-être que les objets n'existent pas et que des qualités secondes. C'est tout le raisonnement de Berkeley, oui. Peut-être bien la distinction entre les qualités premières et les qualités secondes, en disant que les qualités premières sont objectives et les qualités secondes elles sont subjectives. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait un usage de la paire objective-subjective. Alors, c'est juste une paire qui a beaucoup d'usages, mais c'est un usage de la paire qui est utilisé. C'est vraiment l'idée de l'objectivité. Les qualités objectives, elles sont dans l'objet, donc elles sont objectives. Et les qualités secondes, elles sont dans l'esprit du sujet qui observe l'objet, donc elles sont subjectives. Donc, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est juste que objectif-subjectif, ça a plein de sens différents en philo, donc je vais pas. Mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est Locke qui défend vraiment cette expression de qualité seconde. Comme je vous dis, on trouve l'idée chez Descartes, mais il n'utilise pas cette expression-là. C'est Locke qui crée l'idée qualité première, qualité seconde. Et bon, ben, comme ça a été annoncé, cette distinction elle est parfois critiquée en disant, mais finalement, comment est-ce qu'on peut voir des qualités premières? On voit que des qualités secondes, et ça, c'est l'argument de Berkeley. Donc, Georges Berkeley, c'est un empiriste, justement, qui considère qu'il faut accepter que ce qu'on observe, mais comme on n'observe que des qualités secondes, il n'y a pas de raison d'accepter les qualités premières, donc tout est subjectif, il n'y a rien d'objectif, donc en fait, le monde n'existe que dans votre esprit. Conséquence de l'empirisme, mais ça, je ne vais pas poursuivre, ça nous amènerait un peu trop loin, mais Hume est un peu vraiment à la limite d'accepter les mêmes conclusions, hein. Il y a certains passages de Hume qui sont clairement ça, surtout si vous regardez le dernier chapitre de l'enquête sur l'entendement humain. C'est juste, je pense qu'il a une sorte de naturel où ça l'intéresse pas trop d'aller jusque-là, mais il dit, ouais, en fait, probablement que ce serait une conclusion assez logique. Alors, ce que dit Hume, c'est que finalement, les qualités morales, en morale, comme on l'a dit, ce sont des qualités secondes. Si on considère certaines actions comme vertueuses, c'est parce qu'on les ressent comme positives, si vous voulez. Mais la vertu n'est pas quelque chose dans l'objet lui-même, hein. Vous n'êtes pas des êtres vertueux en fonction de vos qualités intrinsèques. Vous êtes des êtres tous vertueux, forcément, parce que vous provoquez dans les gens des sensations plaisantes quand ils voient à quel point vous vous comportez.
Voilà, est-ce que vous voyez l'idée? Le bien et le mal sont dans l'esprit des gens. Ça, donc c'est un subjectivisme sur la morale. Et en fait, Hume va appliquer exactement la même chose au bonheur. Si vous avez lu le texte de Hume, il n'est pas compliqué, c'est exactement la même idée. Le bonheur, le bien au sens de ce qui rend la vie bonne, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est dans les objets, c'est quelque chose qui est dans la façon dont vous expérimentez les objets. Alors, pour démontrer cette théorie, il écrit 4 textes que j'ai mis en ligne. Il n'y avait que celui-là qui était obligatoire à lire, mais les 3 autres sont très courts. En fait, c'est une succession de 4 petits essais qui sont parus dans un volume. Il écrit trois textes qui s'appellent l'épicurien, le stoïcien, le platonicien, qui en sont en fait 3 philosophes qui parlent pour dire c'est quoi le bonheur. Hein. Donc vous voyez très bien, l'épicurien dit ah, le plaisir c'est quand même vachement bien, mais pas le plaisir trop violent. Le stoïcien dit ah, la vertu, tout ça, très très bien. Le platonicien, là c'est bon, plus discutable, mais en gros, son platonicien, c'est plus un aristotélicien, c'est quelqu'un qui prend du plaisir dans le fait de savoir, de réfléchir, d'apprendre des choses. Et finalement, il y a un essai qui s'appelle Le sceptique, qui va faire un peu la synthèse de tout ça en disant, bah, en fait, toutes ces descriptions du bonheur, elles sont vraies en partie. Elles sont toutes équivalentes. Elles sont toutes également vraies. Il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres. Hein. Donc ça, je vais très vite parce que le texte, je pense que vous l'avez compris. Le texte, il s'ouvre sur une critique des philosophes qui a un peu l'idée que, bah, en fait, les philosophes, un jour, ils ont une idée, puis ils interprètent tout le monde à travers cette idée. Et surtout, dans le cadre du bonheur, ils ont un truc, un jour, ils ont un goût personnel pour le bonheur. Et puis, ils vont dire, voilà, la vie bonne pour tout le monde, c'est ça. Hein. L'aristotélicien, il prend beaucoup de plaisir à la vie contemplative et à faire de la science et tout. Et il dit, voilà, mais en fait, c'est ça le pic de la vie humaine. Tout le monde devrait faire ça. L'épicurien, il est tranquille chez lui, il se dit, ah, c'est vrai, il n'y a rien de mieux, donc tout le monde devrait faire ça. Et le stoïcien trouve le plaisir, trouve le bonheur dans la vertu et l'action vertueuse, dit, ah, ça, c'est la bonne voie pour tout le monde. Et en gros, clairement, le message de Hume est pas très profond, hein, c'est juste de dire, bah, peut-être que c'est des gens différents et il y a des choses différentes qui leur conviennent, quoi. Hein, peut-être que ces 3 théories, elles sont vraies, mais que certaines conviennent mieux à d'autres personnes. Voilà. Donc, si vous attendiez des grandes révélations métaphysiques, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais il faut vraiment voir que c'est la thèse de Hume. Hein. La thèse principale du texte, c'est de dire les objets ne sont pas bons ou mauvais en eux, ils sont bons ou mauvais pour nous dans notre esprit, hein, subjectivement. Il n'y a rien qui... Je ne peux pas dire la connaissance c'est bon, je ne peux pas dire le plaisir c'est bon, je ne peux pas dire la vertu c'est bon. C'est bon pour les gens qui trouvent du plaisir dans le fait de le faire, si vous voulez. Hein. Euh, du coup, il y a pas de vérité objective sur le bonheur. Le bonheur, en fait, Hume accepte une certaine idée du bonheur qui est déjà celle qu'on trouve chez les philosophes français. Hein. Le bonheur, rappelez-vous, c'est quand votre vie, elle est plutôt agréable. Alors, si ce qui vous donne du plaisir, c'est la vertu, c'est bien. Si c'est la connaissance, c'est bien. Et si c'est de rester chez vous en minimisant vos désirs comme les épicuriens, c'est bien aussi. Oui. Comment? Le fait de dire que le bonheur, c'est d'agir selon le moral, c'est quand même une vérité objective. Pourquoi? Agir selon le moral, c'est ça le bonheur. Alors ça, c'est les gens qui disent ça comme les stoïciens pensent que c'est une vérité objective, mais C'est pas une- ça non, Hume dirait agir. Si pour vous, la vie qui procure le plus de plaisir, qui vous est la plus plaisante, c'est la vie de vertu morale, c'est très bien. Mais c'est pour vous. Il n'y a pas de. Il y a dit pas. que la morale, c'est comment le monde devrait être pour nous, Ouais, mais il n'affirme pas que c'est ça le bonheur. non. Non, comme je dis, il y a une distinction entre bonheur et morale chez Hume. On est vraiment dans le cas 18e, il y a une distinction entre les deux. Euh, En général, le bonheur, il est défini comme ce qui vous est plaisant pour vous, et puis la morale, c'est les actions qui déclenchent en vous certains sentiments d'admiration, de compassion, etc. C'est une sorte de sous-partie. C'est comme vous pourriez dire, voilà, la beauté, c'est quelque chose de subjectif. Ce qui est beau, c'est quelque chose qui déclenche de certaines émotions en vous très particulières. Puis le bonheur, c'est autre chose. C'est la quantité générale de plaisir que vous avez dans votre vie. Alors voilà, donc en gros, la définition que donne Hume, je ne vais pas lire le texte, hein, et j'essaie d'aller vite, c'est qu'il n'existe aucune vérité objective sur quel type de vie est meilleur qu'une autre. Donc en gros, il dit, voilà, les philosophes de l'Antiquité se sont battus pour savoir quelle vie vous devriez vivre, quelle est la vie objectivement meilleure pour vous, celle qui vous donnerait le bonheur, mais il n'y a pas de ranking objectif des types de vie, en fait. Parce qu'on est différent et on va réagir différemment à différents types de vie. Donc c'est pas la même chose qui va apporter la même satisfaction à tout le monde. Comme je vous dis, c'est pas très profond, hein, c'est vraiment un texte très simple. Et en gros, vraiment, ce que propose Hume, c'est ça, c'est à chacun sa philosophie. Vous lisez les philosophies de l'Antiquité, et en fait, il y en a avec lesquelles vous avez plus raisonné que d'autres, et puis vous choisissez celle-là comme guide de vie. Vraiment, c'est ça.
Donc, si vraiment la vertu, ça vous parle, vous devenez, vous acceptez le stoïcisme. Si la connaissance, c'est votre truc, vous acceptez le platonisme / aristotélisme. Et si finalement, ce que vous aimez bien, c'est être tranquille chez vous, peut-être plus épicurien. Et il n'y a pas d'argument à donner, hein. C'est vraiment vous, en fonction de votre caractère. Il y a une philosophie qui vous correspond le plus, si vous voulez. On n'est pas là-dedans. Alors, du coup, c'est quoi le but de la philosophie sur le bonheur? Ça sert à quoi la philosophie? Ben, pas grand-chose en fait, en termes de bonheur. Non, et soyons clairs. Ce que dit Hume, c'est déjà quelque chose qu'il dit pour la morale, que je n'ai pas développé. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'en général, quand vous avez un désir, là, vous pouvez utiliser votre raison pour trouver les meilleures façons de satisfaire ce désir. Hein, par exemple, imaginons que, je sais pas, votre projet, c'est de devenir un très bon guitariste. Alors, vous pouvez utiliser votre raison en disant peut-être que la première étape, ce serait d'acheter une guitare et de suivre des cours. Non, mais je sais pas, hein, comme ça. En tout cas, ça paraît très rationnel. Et là, votre raison, elle vous dit, ah oui, si ça, c'est mon but, je peux faire ça, ça et ça. Hein. Où est-ce que vous voyez? Donc, une fois que vous avez un but, à quoi sert la raison? Elle sert à trouver les meilleurs moyens d'atteindre le but. Si vous voulez être riche, si c'est ça votre but, vous pouvez réfléchir aux meilleurs moyens d'acquérir une fortune. OK? Si votre but, je ne sais pas, c'est de finir patriarche d'une grande famille, la raison peut vous dire quel est le meilleur moyen d'arriver à ces buts-là. Peut-être déjà trouver des gens avec qui faire des enfants, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est important pour Hume, c'est que la raison sert à déterminer les meilleurs moyens d'atteindre votre but. Mais par contre, ce qui est très important pour Hume, c'est que la raison n'a aucun rôle dans le fait de déterminer quel est votre but. Votre but dans la vie, c'est quelque chose qui vous est donné naturellement en fonction de vos affinités. Hein. On peut pas dire qu'un but est meilleur qu'un autre selon la raison pour Hume. Par exemple, peut-être que votre but dans la vie, c'est de vivre longtemps une vie paisible, c'est très bien. Peut-être que votre but dans la vie, c'est de vous consumer affreusement dans des activités très dangereuses sans prendre soin de vous. Et Hume dirait, c'est très bien aussi. Hein. Donc Hume a une phrase très connue comme ça dans le traité de la nature humaine où il dit, imaginons une personne qui valorise tellement sa propre vie que elle a une petite démangeaison tout le temps dans le doigt qui est assez désagréable et on lui dit, non mais tu peux mettre fin à ta démangeaison si on crame la moitié du monde et que la moitié de l'univers meurt. Et ce que dit Hume, c'est si la personne dit OK, qu'elle trouve que c'est plus important qu'elle n'ait pas de doigt que la vie de la moitié de l'univers, Hume dit bah c'est pas irrationnel en tant que tel. Hein. Le fait de se valoriser, le fait de mettre soi-même devant tout le monde, c'est un peu discutable moralement peut-être pour vous, mais en tout cas c'est pas irrationnel. La raison ne pourra pas vous dire il faut faire attention aux autres. Elle vous dira juste, bon, bah, si effectivement ton but dans la vie, c'est de prioriser, c'est donner une priorité à ce que tu fais toi et pas aux autres, le meilleur moyen dans ce cas-là, c'est d'appuyer sur le bouton qui met fin à ta douleur et qui tue la moitié de l'univers. Oui. La raison ne peut pas nous dire ça, alors qu'est-ce qui pourrait nous dire que c'est pas la chose à faire? Vos émotions, ça dépend de votre propre sensibilité. Si effectivement vous vous souciez du sort des autres, bah, vous n'aurez pas envie parce que ça vous aurez un peu mauvaise conscience de le faire. Oui, moi, un peu, j'ai l'impression que nous devient plus des machines animées, en fin de compte. Alors, vous êtes un être rationnel tel que les économistes décrivent. Hein, si vous prenez ce qu'est un être rationnel en économie, c'est un être qui a des préférences et des buts et qui utilise sa raison pour trouver la meilleure façon de satisfaire ses préférences et ses buts. Mais les préférences elles-mêmes ne sont pas des objets qui tombent sous le coup d'une évaluation rationnelle. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Alors, est-ce que c'est des machines? Je ne sais pas, mais effectivement, on pourrait dire, voilà, bah, vous arrivez, vous avez votre caractère qui a été formé par votre éducation, votre nature, tous vos événements de vie. Vous avez envie de ça, et tout ce que vous pouvez vous dire, la raison, c'est de trouver les meilleurs moyens. Elle ne peut pas vous dire, est-ce que vous avez tort d'avoir envie de ça? Est-ce que, par exemple, c'est plus rationnel, c'est mieux de préférer une vie de sagesse à une vie de gloire et de célébrité? Hein, un philosophe de l'Antiquité dirait oui, je peux vous dire quelle est la meilleure vie des deux. Hume vous dira, ça dépend ce que vous aimez, quoi. Après, le seul but de la raison, c'est vraiment ça. Une fois que vous sentez ce que vous avez envie, vous pouvez faire usage de votre raison pour trouver comment l'acquérir. Donc la raison, on dit que l'usage de la raison chez Hume, il est purement instrumental. Il n'est pas final. Il ne permet pas de donner les buts à votre vie. Il permet juste de savoir comment atteindre ces buts. Oui. Et Jung, dans ses écrits, est-ce qu'il propose un écrit politique comme le fait Hobbes ou Rousseau ou pas? Alors, il y a quelques écrits politiques, mais c'est pas un grand penseur politique. En gros, la grande contribution politique de Hume, c'est de dire que un de ses textes les plus connus, c'est surtout de dire que l'idée de contrat social, ça n'a aucun sens. Mais l'idée, c'est que dans une perspective humienne, l'idée, c'est que probablement les gens acceptent les lois parce que c'est mieux pour leur intérêt en général, etc. Et aussi parce que les gens ont un sens moral hein, pour Hume, ils ne sont pas purement égoïstes. Mais la morale elle-même n'est pas donnée par la raison, c'est juste vous avez une disposition émotionnelle à vous soucier des autres.
C'est un peu montré que chacun devrait faire ce qu'il veut et puis les choses, elles s'arrangent ensemble en société d'elles-mêmes. Bah, ça dépend ce que vous entendez. Ce qu'il veut, ce qu'il veut pour Hume, ça implique le fait de se soucier des autres. Donc ça implique quelque chose de moral. C'est pas purement égoïste, si vous voulez. Bien sûr, mais Ouais. si dans la morale de quelqu'un, ça ne lui dérange pas de tuer d'autres personnes. Eh bien, oui. Alors, le seul petit twist qu'il y a chez Hume, c'est que autant pour Hume, nos perspectives sur la vie bonne sont très très variables d'un individu à l'autre, autant par un miracle de la nature et de la bienveillance de la fortune, les gens ont quand même une sorte de sens moral plus partagé chez Hume. Hein, voilà, faites-en ce que vous voulez. Oui. Si je suis dans un environnement, bah, après, c'est assez sensé ce qu'il dit. Même si je suis dans un environnement où on doit tuer des gens au katana toute la journée, de mes 8 à mes 13 ans, finalement, je vais trouver que moralement, tuer des gens au katana, c'est plutôt correct. Mais Ça, oui, après, peut-être ça que vous dépend voulez des devenir le choses. meilleur tueur au katana, c'est votre but dans la vie, et Hume dirait c'est tout à fait bien, il faut juste réfléchir à la meilleure façon de devenir le meilleur tueur au katana du monde. Là, ce que je veux dire, c'est par rapport à tuer au katana pour quelqu'un qui vit en Europe potentiellement. C'est vos préférences vos préférences vont varier en fonction de votre milieu. Hume est tout à fait d'accord avec ça. Ça. Et le but de la raison, c'est pas de vous déterminer, de vous interroger sur est-ce que mon but est mauvais, mais comment atteindre mon but. Alors, vous le voyez, donc en gros, l'idée, c'est que le seul usage de la raison qu'on peut faire, c'est une fois que vous avez un but dans la vie, trouver les meilleurs moyens de l'atteindre. Et Hume propose la théorie, l'hypothèse suivante, qui est peut-être que si le seul usage qu'on peut faire de la raison, c'est le sens pratique, c'est trouver comment mieux atteindre nos buts dans la vie, bah, les philosophes sont peut-être pas les meilleurs guides. Je sais pas, peut-être que c'est pas les personnes avec le meilleur sens pratique du monde. Hein. Peut-être que par exemple, si votre but dans la vie, c'est de devenir très riche, vous n'allez pas aller voir un philosophe en lui disant, vas-y, balance-moi, faut que j'investisse dans quelle crypto-monnaie. Voilà. Non, voilà, vous allez voir des gens qui sont plutôt doués dans le domaine, quoi. Si vous avez besoin de conseils pratiques, est-ce que vous allez vraiment voir un philosophe, dit Hume? Probablement pas. Hein. Donc finalement, bah, l'usage de la raison en philosophie, quand il s'agit du bonheur, pour Hume, c'est pas grand-chose. Hein. La raison n'a d'usage que pratique, et les philosophes sont pas réputés pour avoir un sens pratique très développé, donc l'usage de la philosophie pour trouver le bonheur, c'est pas terrible. Oui? Il y a quand même la phronésis. Alors, bah c'est ça, la phronésis, qu'est-ce que c'est pour Hume? L'équivalent de la prudence, c'est la capacité à mettre en œuvre les meilleurs moyens d'atteindre nos buts. Parce que Hume vous dira, vous pensez vraiment que cette vertu, elle est plus présente chez les philosophes? Ah, il la développe en tout cas. Donc, Ah, je veux dire, même Aristote pensait que ce n'était pas chez les philosophes qu'on trouvait la meilleure phronésis. Hein. Par exemple, il donne l'exemple de Thalès. Il dit, voilà, Thalès, c'est vraiment un philosophe. Hein. Il connaît des trucs, mais il est connu pour avoir aucune phronésis. Vous savez, c'est l'image de Thalès qui tombe dans le puits en regardant le ciel. Donc, c'est pas clair que les philosophes, ce soit les spécialistes de la phronésis, dans ce sens-là. Alors, on peut débattre. Hein. Moi, je parle du point de vue de Hume. Le point de vue de Hume, c'est si vous avez besoin de quelqu'un qui a un sens pratique, qui doit vous donner des conseils pratiques, allez-vous vraiment voir un philosophe? Après, ça dépend de vos buts dans la vie. Peut-être que si votre but dans la vie, c'est de devenir philosophe, alors ça fait sens d'aller consulter un philosophe. Il peut peut-être vous donner des conseils utiles. Mais disons que si c'est, je sais pas, devenir un homme politique ambitieux, qui a plein de pouvoir et d'influence, je sais pas si le philosophe, c'est le meilleure personne pour vous conseiller dans cette voie, quoi. Peut-être même que ce serait délétère, vous voyez, peut-être qu'il pourrait vous décourager, vous donner des mauvais conseils du genre, faut donner des bons arguments et être honnête intellectuellement. Voilà, pas très bonne idée, oui. Mais on ne pourrait pas mieux définir notre trajectoire, la philosophie plutôt? Bah, c'est l'idée de Hume, c'est qu'il n'y a pas de la trajectoire, c'est pas la raison de la définir. Ça dépend ce qu'on appelle. Si c'est le but, c'est pas pour Hume, c'est pas la raison qui fixe notre but, c'est ce que nous on a envie naturellement, enfin pas naturellement dans le sens spontanément. Et si c'est la trajectoire, c'est l'ensemble des étapes à franchir pour atteindre ce but, bah, c'est pas clair que le philosophe soit le meilleur pour nous donner des conseils sur les étapes à franchir. Mais il peut nous indiquer la direction potentiellement. Ouais, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui indiqueraient mieux la La direction. direction, pardon. Voilà, c'est ça l'idée de Hume. Comme je disais, ça dépend de votre. Voilà, si vous voulez devenir le plus grand tueur au katana du monde, c'est pas sûr que le philosophe soit la meilleure personne pour vous donner les bonnes étapes. Il y a peut-être des. Bah voilà, tout à fait. Alors Hume propose quelques arguments en faveur de sa théorie. Ces arguments, ils sont assez simples. Hein. Je pense que vous les avez vus. C'est la variabilité. Ce qui rend les gens heureux varie d'une personne à l'autre. Et même chez une personne au cours du temps, Hume insiste beaucoup là-dessus en disant peut-être que ce qui vous rendait heureux quand vous étiez plus jeune, c'est pas la même chose qui vous rend heureux maintenant. Probablement. Hein, prenons même, je sais pas, peut-être que vous passiez pas une heure à regarder une vidéo de tractopelle. Alors que peut-être quand vous étiez petit, des trucs avec des camions qui arrachent des trucs, ça vous fascinait. Alors je pensais,
J'avais lu un article de blog par un de mes anciens collègues qui expliquait comment son fils était fasciné par les tractopelles. Je trouve ça marrant. Vous pouvez passer 2 heures devant des vidéos de tractopelles. Alors peut-être que quand il sera adulte, il le fera moins, quoi. Peut-être qu'il sera conducteur de tractopelle et ce sera cohérent. Mais voilà, il y a l'insensibilité aux raisons. Ça, c'est un deuxième argument. Il dit, voilà, bah, il semble, ça c'est un grand thème de la philosophie de Hume, que les philosophes vous donnent des arguments pour dire que la vie, telle vie est la meilleure vie, et en vrai, ça n'a jamais eu trop d'influence sur personne selon Hume. Si par exemple, vous ne trouvez aucun intérêt à la vertu, vous êtes un maître vil et vicieux, est-ce que le fait de lire tout Platon ou tout Aristote va changer quelque chose? Hume dit, je sais pas trop. À l'inverse, si tout ce qui compte dans votre vie, c'est de vous dépasser, de faire don de vous-même, est-ce que le fait de lire Épicure, ça va vous changer d'avis? Probablement pas. Donc Hume dit, voilà, bon, clairement, les opinions des gens sur le bonheur, elles sont assez insensibles aux raisons. Et ça, c'est un troisième grand argument d'Hume, c'est que en général, on voit que pour juger que quelque chose est bon ou mauvais, on se base avant tout sur notre ressenti. En l'absence de ressenti, on aurait bien de la peine à dire que quelque chose est bon ou mauvais pour nous, hein, dans le sens bon pour mon bonheur ou mauvais. En général, on se base sur nos émotions pour juger quelque chose est bon pour notre vie, bon pour nous. Et donc, c'est la preuve que bah, ce qui est bon ou mauvais, c'est ce qui a trait à ce qu'on ressent comme bon ou mauvais. Oui. La philosophie ne va pas à l'encontre des Lumières, parce on va dire, il présente la raison comme une faculté qui sert les émotions, le Ouais. plaisir. Tout à fait. En fait, en vrai, vu que Hume définit le bonheur en termes de ce qui est plaisant, c'est de l'hédonisme. Donc c'est très compatible avec beaucoup de choses chez Épicure. C'est juste la forme de vie spécifique que conseille Épicure sur lesquelles les philosophes des Lumières sont pas d'accord, hein. Ils pensent que l'idée qu'on puisse se débarrasser de nos désirs comme ça n'a pas de sens. La définition du bonheur est en fait à peu près la même que chez Épicure. Les moyens sont pas les mêmes, si vous voulez. Si vous voulez. Voltaire dirait pas qu'il faut nécessairement aller vivre dans une cabane au fond des bois en ayant supprimé tout désir et pour ressentir le plus de bonheur. On peut justement, Voltaire encourage à bénéficier, à profiter un peu des délicatesses et du luxe qui est offert par la vie moderne. Donc c'est pas très épicurien dans ce sens-là. Mais vous avez raison, la définition du bonheur est épicurienne de toute façon. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les raisons que donne Épicure. Vous voyez, elles sont pas très compliquées à comprendre, hein. Donc évidemment, comme on dit, c'est que Hume définit le bonheur comme un état mental positif, c'est-à-dire en général, vous êtes heureux quand votre état mental est la plupart du temps positif et rarement négatif. Et en gros, en fait, c'est à partir du moment où vous définissez le bonheur comme ça, ce que voient les philosophes des Lumières, mais ce que présente ici Hume, c'est que vous arrivez forcément à une sorte de subjectivisme de la vie morale, de la vie heureuse, pardon. C'est-à-dire que vous avez une définition un peu objective du bonheur, hein. Le bonheur, c'est le plaisir, voilà. Mais ça, en fait, pour Hume, ça ne peut pas se traduire dans des conseils très concrets. Parce que ce qui va apporter du plaisir aux gens, ben, c'est pas la même chose pour tout le monde. Chez Hume, chez Épicure, il y avait vraiment cette idée, c'est on a défini le bonheur comme le plaisir, mais on sait, nous les épicuriens, on a trouvé qu'est-ce qui fournira le plus de plaisir à n'importe lequel d'entre vous. C'est le plaisir de la vie tranquille, etc. Mais au siècle de lumière, on n'accepte pas cette idée. Donc l'idée, c'est que si le bonheur, c'est le plaisir, ben, je ne sais pas ce qui, moi, vous procure du plaisir dans la vie de tous les jours. Forcément, venir écouter des cours de philosophie, mais peut-être pas que. Donc, selon qui vous êtes, ben, ça peut amener à dire il faut vivre la vie qui va vous apporter un état de le plus de plaisir et le moins de douleur. Ça donne pas grand-chose de concret en termes de conseils, si vous voulez, hein. Je ne peux pas écrire un livre de 300 pages de développement personnel là-dessus. Ça tient en un post-it, quoi. Faites ce qui vous plaît. Youpi! Ben, voilà. Après. C'est à peu près ça le problème de Hume, c'est que bah, si c'est ça le bonheur, il n'y a pas de théorie générale du bonheur. La théorie, elle se résume à vous êtes heureux quand votre vie vous apporte plutôt des émotions positives. Mais comment il faut vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, Hume dit bah, ça dépend beaucoup des gens. Et il n'y a pas de théorie possible, hein. Donc vraiment, ce qui arrive au XVIIIe siècle, ce que montre le texte de Hume, c'est ça, il y a une sorte d'abandon de l'idée qu'il puisse y avoir une théorie du bonheur. Dans le sens, une théorie qui vous dise comment vivre votre vie. Il peut y avoir une théorie du bonheur sous forme de définition du bonheur, parce que Hume en accepte une, hein. Mais vraiment, c'est ça la différence entre l'Antiquité et cette fin de l'époque moderne, hein. C'est dans l'Antiquité, il y avait vraiment l'idée qu'il y avait une réponse objective à comment il faut vivre votre vie pour avoir la meilleure vie possible. Ce que Hume dit, c'est là, bah, puisque la meilleure vie possible, c'est ça qui vous donne du plaisir et que ça change selon les individus, je ne peux pas faire grand-chose et la philosophie ne peut pas faire grand-chose. C'est pas quelque chose qu'on peut trancher a priori, si vous voulez. Je ne peux pas avoir une théorie générale de ce qui va apporter le plus de plaisir à l'humanité en général, pour Hume. Donc c'est à vous de découvrir un peu, selon vous, ce qui va vous plaire, hein. Et le philosophe ne peut pas vous donner plus d'aide que ça. À la limite, on pourrait imaginer une science empirique qui regarderait, selon votre type de personnalité,
quel type de vie va vous apporter le plus de plaisir. Mais ça, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la psychologie. Et d'ailleurs, il y a un champ de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive et qui s'intéresse à ce genre de questions, hein. Qui s'intéresse aussi à des genres de questions du genre, j'en avais déjà parlé, est-ce que le fait d'être heureux, c'est quelque chose qui est sous votre contrôle ou est-ce que c'est déterminé en grande partie génétiquement? Bon, le consensus dans le domaine, c'est qu'il y a quand même une énorme part génétique dans le fait d'être heureux. Donc, si vous êtes tout le temps triste, il n'y a peut-être pas une grande marge de manœuvre. Donc, là encore, ça va aussi contre l'idée que la philosophie, c'est très utile. Voilà, donc il y a un peu ce moment-là, disons que là, finalement, c'est pas clair qu'on ait une bonne place pour la philosophie dans la recherche du bonheur. Alors, c'est vraiment pour vous expliquer que effectivement, bah, il y a moins de théories du bonheur dans le 19e, 20e, même 21e siècle en philosophie. C'est pas comme certains qui écrivent des livres de philosophie grand public disent c'est parce que les gens se sont désintéressés de ces questions. C'est plus une question d'honnêteté intellectuelle. C'est est-ce que vraiment les philosophes ont quelque chose de pertinent à dire sur la question, hein? À part répéter les philosophies de l'Antiquité en les mettant à toutes les sauces, puis ça fait vendre des bouquins. Mais est-ce que vraiment vous, en tant que quelqu'un qui veut pousser la question maintenant, en tant que philosophe, vous vous sentez légitime pour dire oui, oui, moi je peux dire aux gens comment vivre leur vie et être heureux. Et ça, c'est plus difficile quand même. Bon, après, vous n'avez pas besoin d'être honnête, vous pouvez faire des conférences sur le sujet et être payé quand même. Mais voilà, ça c'est juste pour ça c'est juste pour les débouchés possibles de ce cursus. Voilà, voilà. Donc voilà, en gros, ça c'est voilà, c'est vraiment là-dessus que je veux finir. Ce que marque la philosophie de Hume, comme je vous dis, c'est pas le seul à l'époque à défendre ça, hein, c'est juste un symptôme plus général. C'est vraiment que il y a vraiment l'idée que la question, c'est le bonheur, c'est peut-être pas une question philosophique. Et on verra un auteur très vite. Kant le dit clairement, hein. Pour Kant, il y a vraiment cette idée que le bonheur, c'est même pas un concept analysable. Il n'y a rien à dire philosophiquement sur la question. Alors, il donne deux, trois conseils, on les verra, qui vont changer votre vie. Mais Kant n'a pas de théorie vraiment du bonheur, parce qu'il ne peut pas y en avoir, selon lui, tout bêtement. C'est pas un manque, c'est pas un point aveugle de Kant, c'est pas qu'il n'y a pas réfléchi, c'est qu'il y a réfléchi et puis s'est dit, bah en fait, la philosophie n'a rien à dire dessus, quoi. Bref. Et vous voyez pourquoi, ou est-ce que ça a un sens pour vous? C'est que si le bonheur, c'est vraiment quelque chose de complètement subjectif, alors il n'y a pas de réponse objective à y mener. Donc effectivement, on va passer à Kant, mais pour présenter Kant, il va falloir présenter un certain nombre de questions métaphysiques qui vont avoir l'air d'être très spécifiques et peut-être un peu abstraites, mais qui sont très importantes pour comprendre l'histoire de la philosophie. Ça va être impossible de comprendre les grandes philosophies du 19e siècle, surtout les philosophies allemandes, sans rentrer dans ces débats qui ont l'air quand même très pointus. Et en fait, c'est le débat de Hume sur la causalité. Il va s'interroger sur la causalité. Qu'est-ce que c'est la causalité? C'est la relation entre la cause et l'effet, hein. Vous dites parfois que certaines choses causent d'autres trucs, hein. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez dire la guerre en Iran cause l'augmentation du prix du pétrole, par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, je n'ai pas trop suivi, parce qu'en ce moment, je suis un peu débordé, mais probablement, il doit y avoir un truc du genre. Et voilà, si vous faites cette affirmation-là, vous faites une relation de cause et d'effet entre deux événements. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui cause l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire causer, hein? Vous n'étiez peut-être pas jamais posé la question, mais peut-être que ça vous manquait pas trop, mais c'est une question importante. Alors, juste pour introduire l'importance de ce débat, je vais revenir un peu dans le temps du 7e siècle avec Élisabeth de Bohême. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Élisabeth de Bohême. C'est une personnalité importante de la vie intellectuelle du XVIIe siècle. Donc, c'est une princesse en exil qui devient une abbesse protestante. Et elle est très connue, pas parce qu'elle a écrit des traités, mais parce qu'il a une correspondance infinie avec la plupart des grands philosophes de l'époque. Et ce qui est surtout connu, c'est sa correspondance avec Descartes. Alors, pourquoi c'est connu? C'est celle qu'on donne beaucoup au collège dans les premières années. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui est le plus connue, donc il faut que vous connaissiez. Et elle envoie tout un tas de lettres à Descartes qui sont souvent assez hilarantes parce que souvent elle va genre très vite, straight to the philosophical point. Et puis Descartes commence par une page et demie en disant oh là là, merci de m'écrire, vos beautés sont infinies. Et puis oui, bon, je vais répondre à la question. Donc c'est un peu une correspondance assez marrante à lire. Vraiment, il y a vraiment des prologues de Descartes qui sont infinis, disant ah là là, recevoir une lettre de vous me plonge dans des états de béatitude tels que je me noie dans le fond de vos yeux. Bref, c'est vraiment des trucs comme ça. Et il y a deux lettres assez connues qui portent sur le dualisme de Descartes. Donc Descartes est un dualiste, il pense que le corps et l'esprit sont deux choses absolument différentes, deux substances différentes, deux objets différents. Et ça pose des questions à Elisabeth, pas forcément parce qu'elle est contre Descartes, mais justement parce elle utilise certaines idées de Descartes contre Descartes. En fait, elle est un peu plus cartésienne que Descartes sur certains points, et ça l'amène à pas être d'accord avec Descartes. Il y a tout un problème. Alors, son premier problème, c'est celui-là, c'est de dire, bon, ben, vous dites que l'esprit et le corps sont deux choses différentes, mais du coup, comment l'esprit agit sur le corps? Hein, si ce sont deux substances qui n'ont aucun point commun, qui sont fondamentalement distincts, comment ça marche, hein? Voilà ce qui est écrit, hein.
Mais aujourd'hui, Monsieur Palotier m'a donné tant d'assurance de votre bonté pour chacun, et particulièrement pour moi, que j'ai chassé toute autre considération de l'esprit, hors celle de m'en prévaloir, en vous me priant de me dire comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps pour faire les actions volontaires n'étant qu'une substance pensante. Car il semble que toute détermination de mouvement se fait par la pulsion de la chose mue. Donc ça, elle reprend une idée très simple de Descartes, qui est au cœur de la physique cartésienne, c'est que un objet physique ne fait bouger un objet physique que en le touchant. Hein. Rappelez-vous, c'est un truc, on comprend. Hein, par exemple, là, si ce téléphone bouge parce que je le pousse, il n'y a aucun mystère métaphysique. On est tout à fait d'accord. Hein. Si maintenant le téléphone se mettait à bouger tout seul parce que j'ai invoqué l'âme de mon grand-oncle, là, vous vous poseriez plus de questions. Et l'idée d'Elisabeth, c'est, bah, clairement, puisque l'âme, c'est pas un objet physique, selon vous, comment bah, ça fait bouger mon bras, qui a priori est un objet physique? Comment ça marche si on conçoit clairement que la seule chose qui peut faire bouger un objet physique, c'est un autre objet physique qui entre en contact avec un autre objet physique? Il y a un problème là-dedans. Oui? Est-ce que c'est une pensée philosophique qui a été expliquée, avec l'avancée de la science, que maintenant, quand on dit que se touche jamais, les atomes ne se touchent jamais vraiment. Ah, Ouais. je vois l'idée. Bah, de toute façon, l'idée de Descartes a été déjà critiquée au XVIIIe siècle en disant: Hé Coco, la gravitation, l'attraction à distance, ça existe. C'était plus ça la chute de la théorie cartésienne. C'est de dire: c'est bien mignon que c'est clair pour toi qu'un truc ne peut en faire bouger un autre que en le touchant, mais a priori, les objets s'attirent à distance. Donc, déjà à cette époque-là, les gens ont abandonné l'idée. Ça a d'ailleurs été une des grandes causes d'abandon du cartésianisme, hein, l'idée de gravitation universelle, parce que justement, bah, apparemment, le monde, il fonctionne pas comme des idées claires qu'on a dans la tête. C'est très dommage. Mais oui, de toute façon, bon. Mais là, on n'est pas encore à ce moment-là. Alors, Descartes, donc, en gros, on peut reconstruire l'argument de Elisabeth de la façon suivante. Hein. Pour qu'une chose cause un mouvement dans une autre, il faut que la première entre en contact avec la seconde. Une substance non étendue dans l'espace, comme l'esprit, ne peut pas entrer en contact avec une substance étendue dans l'espace, par définition, parce que pour que deux choses entrent en contact, il faut qu'elles soient tous les deux dans l'espace. Et donc, puisque l'âme est une substance non étendue et que le corps est une substance étendue, l'âme ne peut pas causer les mouvements du corps. Comment ça marche, s'il te plaît? Alors, la réponse de Descartes, c'est de dire oui, mais alors il ne faut pas penser l'action de l'esprit sur le corps sur le modèle du corps sur le corps. Hein. Faut le penser un peu sur le modèle de la pesanteur, de la gravitation, où l'objet a envie d'aller vers le sol, et pas attiré, parce qu'à l'époque on ne dit pas ça, l'objet se dirige de lui-même vers le sol sans être en contact avec le sol. Alors le problème de ça, c'est que Descartes lui-même a critiqué cette explication et dit que finalement la gravitation, c'est juste les atomes au-dessus de votre tête qui vous poussent, que donc même ça fonctionne par contact. Donc là, Elisabeth, elle n'est pas super convaincue, parce qu'en gros, Descartes lui dit, il faut penser l'action de l'âme sur le corps, sur le modèle de comment on pense naïvement à la gravitation, sachant que cette vision naïve est, selon Descartes, pas une bonne façon de concevoir comment la gravitation marche. Et que il y a quelque chose dans la réponse qui la satisfait pas complètement. Et elle propose un autre argument. Voilà, alors bien, elle est très polie. Hein, je vous prie, j'espère, d'excuser ma stupidité, de ne pouvoir comprendre l'idée par laquelle nous devons juger comment, j'ai raté un mot, comment une substance non étendue et immatérielle peut mouvoir le corps par celle que vous avez eue autrefois de la pesanteur. Voilà, elle dit en fait, je ne comprends pas votre explication, parce que ça fait appel à l'idée de la pesanteur que vous avez rajoutée, puis je ne vois pas le rapport avec le corps et l'esprit, en fait. Ça me reste tout aussi mystérieux. Hein. Et là, elle dit une phrase qui est un argument très classique, finalement, enfin, pas tant qui est un bon argument, mais qui depuis est devenu classique. Il m'est plus facile de concéder à la matière et l'extension à l'âme que la capacité de mouvoir un corps et d'en être ému à un être immatériel. Alors, ému, c'est pas l'émotion, hein, c'est d'être bougé par un autre corps, sinon ça n'a aucun sens. Je viens de réaliser que c'était peut-être un peu bizarre. Là, c'est d'être mu par un autre corps. Donc, en gros, elle dit, bon, en fait, moi, je suis cartésienne, hein, un petit peu, j'aime bien les idées claires. Et j'avoue que, bon, même si ça reste obscur, pour moi, c'est plus clair qu'un objet physique puisse avoir des pensées, que l'âme puisse être un objet physique, que l'idée qu'un objet non physique puisse aller faire bouger un objet physique à distance, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un argument en faveur de l'idée que l'âme est matérielle. Hein, il dit la chose suivante. Il est pourtant très difficile à comprendre qu'une âme, comme vous l'avez décrite, après avoir eu la faculté et l'habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs, et que pouvant subsister sans le corps et n'ayant de commun avec lui, elle en soit tellement régie. Donc ça, c'est un autre argument dont je ne vais pas parler après, mais c'est un argument simple. Ça dit, voilà, des fois, quand on agit sur le corps, ça agit sur l'âme. En plus, c'est dans les deux directions. Hein. Par exemple, si
si je bourre votre corps d'alcool, donc là, ou de vapeur un peu gazeuse, c'est ça, votre âme, elle va plus très bien fonctionner, on est d'accord. Et comment ça marche si, encore une fois, si l'âme et le corps sont deux choses distinctes, quoi. Alors, voilà, donc l'argument principal, c'est le premier, hein, c'est l'âme agit sur le corps. On voit très bien comment un corps peut agir sur un autre corps. Il n'y a rien de mystérieux, hein, encore une fois, là, regardez, rien de mystérieux. Mais par contre, on ne comprend pas comment une substance non corporelle, un truc immatériel, pourrait agir sur un corps, ça c'est mystérieux. Donc, il est difficile de comprendre comment l'âme pourrait être une substance non corporelle, donc c'est mieux de conclure que l'âme est un corps. C'est vraiment ça l'argument. Alors, Descartes donne une réponse qui est légendairement pas hyper convaincante. C'est l'union de l'âme et du corps est un grand mystère qui dépasse notre entendement. Youpi! Mais vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours en vivant. Donc, arrêtez de philosopher et vivez plus et tout deviendra clair. Voilà. Vous êtes tous très convaincus. Voilà, donc c'est pas l'argument le plus convaincant de Descartes, on va dire. Alors je suis sûr qu'il y a des commentaires de Descartes qui peuvent creuser le truc et nous expliquer la profondeur métaphysique de cette réponse, mais à première vue, comme ça, on n'est pas hyper convaincu, et donc Elisabeth ne change pas d'avis, hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces arguments-là, ils vont, en fait, cette difficulté que soulève Elisabeth, c'est le début de ce qu'on va appeler le problème corps-esprit au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est comment on est tous d'accord que le corps et l'esprit interagissent. En tout cas, qu'ils ont l'air d'interagir plutôt. L'âme a l'air de pouvoir bouger le corps, et comme l'a dit Elisabeth, voilà, je peux faire des trucs à votre corps qui vont quand même avoir des effets sur votre âme, hein. Je vous donne quelques champignons, et puis pouf, vous allez voir, ça va être fantastique. Donc, l'âme et le corps ont l'air d'être en relation, mais si vous êtes cartésien, c'est clair que l'âme et le corps ne peuvent pas être la même chose, parce qu'ils ont des propriétés trop différentes, hein. Je vous rappelle, un argument fondamental des cartésiens, c'est de dire qu'un objet physique, c'est quelque chose qui a une taille, une position dans l'espace. Une pensée, une émotion, c'est pas quelque chose dont je peux vous donner la taille et la forme. Donc, c'est pas des choses étendues dans l'espace. Donc, on n'est pas sur le même ordre d'objets. Alors, quelles sont les solutions qui sont proposées? Il y a des solutions très connues, je passe très rapidement, vous ne devez pas les connaître, c'est juste que je n'ai pas le temps de les passer, mais c'est bien de les mentionner. Alors, vous avez plusieurs grands auteurs qui proposent toutes des solutions fantastiques qui vont donner sa petite coloration à la métaphysique du XVIe siècle. Spinoza propose qu'en fait, il n'y a pas du tout d'interaction entre les deux. C'est juste qu'en fait, il y a un troisième truc neutre qui est ni le corps ni l'âme. Et le corps et l'âme, ce sont deux points de vue sur cette même chose neutre, en fait. Donc tout ce qui se passe dans le corps a un reflet dans ce qui se passe dans l'âme, parce qu'en fait, c'est la même réalité vue de deux points de vue. Est-ce que ça a un sens? Donc effectivement, si je tape sur vous, sur votre corps, vous ressentez une douleur. Mais en fait, la douleur, c'est pas la douleur, c'est pas le contact de mon poing sur votre corps qui cause la douleur, c'est que le contact de mon poing sur votre corps et la douleur, c'est le même phénomène vu de deux points de vue différents, du point de vue corporel et du point de vue psychologique, immatériel. Alors, mon préféré, c'est Malebranche, cartésien lui aussi. L'occasionnaliste de Malebranche, c'est effectivement, l'esprit ne peut pas agir sur le corps. Mince. Alors, comment on fait? C'est très simple. Là, j'ai un événement mental, j'ai envie de lever mon bras. Dieu voit ça, il fait, oh là, il a envie de lever son bras, donc il déclenche le démarrage de mon bras. Et si je tape l'un d'entre vous, Dieu dit, oh là là, il vient de taper son corps, donc il fait tac, il crée une douleur dans votre âme. Donc Dieu est très occupé et il s'occupe de faire la transition entre les deux, mais les deux n'interagissent pas. Voilà. Et le plus beau, mais le plus compliqué, c'est Leibniz, qui a un système dans lequel, de toute façon, tout ce qui se passe est prévu à l'origine. Donc Dieu a créé d'un côté votre corps et de l'autre côté votre âme. Et ils sont réglés comme des horloges, de telle façon que tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler dans chacun d'entre eux, est réglé à l'avance pour se dérouler en synchronisation. Donc, à un moment, je vais taper quelqu'un, donc il va y avoir un contact avec son corps, il va ressentir de la douleur dans son âme. Il n'y a pas de lien causal entre les deux, c'est juste qu'à l'origine, ça a été réglé pour que, pile au moment où votre corps se fasse toucher, l'âme déclenche une réaction de douleur, si vous voulez. Une autre façon de régler la question, oui. Dans le méthode, si Dieu est omniscient, c'est assez valable. Alors, omniscient, oui. Alors, on parle de celle de la Leibniz, pas celle de Malebranche. Ouais. Non, non, mais c'est juste qu'elle est hyper contre-intuitive. Mais, non, celle de Leibniz. Celle de Malebranche. Alors, celle de Malebranche, le problème, c'est pas que Dieu est omniscient. Le problème, c'est que beaucoup trouvent que ça fait un peu que. Beaucoup de gens trouvent à l'époque que ça diminue un peu la grandeur de Dieu, qu'il soit un peu le garçon de course qui est tout le temps en train de faire le truc en permanence. Tu sais, c'est genre, tac, en train, un peu comme une sorte de centrale télécom très occupée, qui fait tout le temps le lien entre le physique et le mental. Il y en a qui disent, bon, voilà. C'est un peu ce qui dérange Leibniz, qui dit, bon, en fait, moi, mon Dieu, il est vachement plus cool. Il a tout créé une fois pour toutes, puis tout se déroule, tac, et c'est très bien. Pas trop avec le libre arbitre. Comment? Ça y va pas trop avec le libre Alors, il y a aussi ce problème-là.
il y a aussi ce problème-là, pour Leibniz en tout cas. Mais bon, Leibniz a une définition du libre arbitre qui est tellement faible qu'il arrive quand même à sauver le libre arbitre. En gros, le libre arbitre pour Leibniz, c'est oui, Dieu a fait en sorte que euh, c'était prévu que vous vous comporteriez de cette façon, que vous posiez cette question, mais il y avait un monde possible dans lequel vous ne posiez pas cette question et Dieu aurait pu le choisir. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va comme libre arbitre. Vous n'êtes pas très content? Oui? Mais il ne joue pas avec les mots, aussi, Leibniz, pour défendre le libre arbitre, parce qu'il dit que rien n'est nécessaire, mais tout est certain. Ouais, c'est pas nécessaire parce que Dieu aurait pu faire une autre décision. Donc finalement, c'était conditionnel, c'était contingent sur le fait que Dieu choisisse autre chose. Mais en même temps, il y a ce truc où Dieu a choisi ce monde-là parce que c'était le meilleur, donc pas toujours très facile, oui. Juste pour le parallélisme de Spinoza, Mhm. quelles sont les conséquences de sa pensée dans le sens où je comprends bien le parallélisme, je crois, entre les états mentaux, le corps qu'on perçoit, et donc c'est aussi ce qu'on ressent, c'est vraiment un miroir, disons. Ouais. Mais par rapport à l'harmonie de Leibniz, où il y a, on va dire, deux mondes possibles, c'est quoi la conséquence de Spinoza? En termes de quoi? Ça, en gros, l'idée, c'est qu'il n'y a qu'une seule substance. L'âme n'est pas distincte du corps. Il y a vraiment que ce truc neutre qui est ni l'âme ni le corps. Et l'âme et le corps, ce sont juste des points de vue sur ce truc neutre, en fait. Il n'y a aucune conséquence à ça. Enfin, j'ai l'impression chez Leibniz, peut-être je me trompe, Ouais. hein, que cette notion d'harmonie, elle fait qu'il y a un autre monde où il y a l'âme qui ressent. Ouais. Oui, alors c'est un peu compliqué, mais oui, chez Leibniz, les âmes sont. Chaque âme est un monde différent, clos sur lui-même. Un truc, on peut le dire comme ça, si vous voulez. C'est la théorie des monades. Mais oui. Tandis que chez Spinoza, c'est vraiment un corps-esprit ensemble. Alors, chez Spinoza, si vous voulez, le grand système, c'est que de toute façon, il n'y a qu'un seul truc qui existe, c'est Dieu, et nous sommes juste des moments, des accidents de la substance divine. Nous sommes juste des modes, pas des modes, des accidents de la substance divine. Nous sommes, on va dire, pour simplifier beaucoup, nous sommes des parties de Dieu, si vous voulez. Il y a un seul être vraiment indépendant en tant que tel, c'est Dieu. Donc, c'est une sorte de panthéisme de ce genre-là. Mais c'est un Dieu très spécifique. On n'est pas du tout dans le Dieu du christianisme, hein. Je vous rappelle que Spinoza est un des rares juifs à avoir été excommunié de sa communauté, ce qui arrivait beaucoup moins que pour les catholiques. Voilà, hein, en plus, par des juifs néerlandais, alors que Amsterdam, c'était le pays de la liberté d'expression à l'époque. Donc, il a dû. Bon, par exemple, Spinoza, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pour dire que probablement les textes de la Bible sont pas fiables, quoi, parce qu'ils ont été écrits par des êtres humains. Voilà, il y a des contradictions dedans. Faut se rappeler que tout n'est pas à prendre premier degré. Donc, bon, voilà, il y a tout un tas de trucs. Alors, en fait, donc où ça c'est, on voyait qu'en fait le problème que cherchent à résoudre tous ces auteurs, c'est celui qui est soulevé par Elisabeth, c'est de dire comment on explique l'interaction euh, entre une substance non matérielle, une substance matérielle, et tout ce problème, il vient de cette idée que autant on voit très clairement rationnellement qu'un corps pourrait agir sur un corps, il n'y a pas de mystère dans la causalité corps-corps. Autant la causalité esprit-corps ou corps-esprit, elle est mystérieuse. Hein, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de différence entre un type de causalité qu'on comprend et un type de causalité qu'on ne comprend pas. Eh bien, est-ce que vraiment vous comprenez la causalité corps-corps? Est-ce que vraiment vous comprenez ce qui se passe quand je fais ça? Vous avez l'impression, hein? C'est moins mystérieux, hein? Ben, Hume va dire non, en fait, vous comprenez rien. L'idée, c'est que pour Hume, Hume va dire en fait, le problème existe parce que on suppose que la causalité corps-corps est claire, rationnelle, compréhensible, mais la causalité corps-esprit serait mystérieuse. Et en fait, Hume va venir intervenir dans ce débat en disant, mais en fait, tout est mystérieux. En fait, on ne comprend pas plus comment un corps agit sur un autre corps que comment un corps agit sur un esprit, et un esprit sur un corps. Donc en fait, cet argument n'a pas lieu d'être, tout est mystérieux. Il n'y a pas plus de mystère dans l'un que dans l'autre. Alors, je me vois perturber, donc on va rentrer quand même dans le détail des arguments. Alors, ça, c'est une des idées les plus fameuses de Hume. Donc, c'est la section 7 de l'enquête sur l'entendement humain. Hume, rappelez-vous, écrit au XVIIIe siècle. C'est un siècle de triomphe de la physique newtonienne. Et Hume a quelques petits problèmes avec la physique de son époque. Alors, il pense c'est la meilleure physique possible, hein, comme tout le monde à l'époque, mais il y a quand même des choses qui le perturbent parce que, rappelez-vous, Hume est un empiriste, hein. Il pense que la bonne méthode scientifique, c'est de ne parler que de choses qui sont observables. Mais ce que va dire Hume, c'est bizarre, mais de temps en temps, les scientifiques, ils parlent de choses qu'on ne peut pas trop observer. Hein. Donc, dans le chapitre 7, on traduit souvent comme en termes de causalité. En fait, il fait un peu un package où il traite de plein de notions en même temps. Il parle à la fois de la force, de l'énergie, de la connexion nécessaire. Donc, avant de rentrer dans cette idée de connexion nécessaire et de causalité, je vais vous dire, voilà,
Je vais vous expliquer un peu le problème de Hume. Il va dire, voilà, imaginez le scénario suivant, vous avez une boule de billard blanche, elle arrive à toute allure, elle tape une boule de billard rouge qui était immobile, et la boule de billard rouge démarre. Comment est-ce qu'un physicien de l'époque de Hume expliquerait ça? Bah, c'est simple, hein, la balle blanche, elle a transféré de la force à la balle rouge, elle a exercé une force sur la balle rouge, et elle a transmis de l'énergie cinétique. Voilà, vous avez une explication. Ce que Hume va dire, c'est mais où est-ce que vous observez la force? Où est-ce que vous observez l'énergie? À quoi correspondent ces mots dans ce que vous voyez? Hein. En vrai, tout ce que vous voyez, c'est juste une balle qui avance, qui entre en contact avec la balle rouge et décélère, puis la balle rouge qui accélère. Il y a des choses qui décrivent directement ce qu'on observe, la vitesse, l'accélération, les balles, mais ces idées de force et d'énergie, elles sont dans les théories physiques de l'époque, mais justement, ce qui intéresse Hume, c'est que les physiciens comme Newton ont inclus ces forces et ces idées d'énergie dans les théories physiques, et maintenant les philosophes comme Leibniz, par exemple, se cassent la tête pour dire, mais c'est quoi une force? Hein. Qu'est-ce que c'est que ce type de choses? Est-ce que la force, elle est déjà dans la boule, puis elle est transmise? Et qu'est-ce que c'est l'énergie? Hein. Qu'est-ce que c'est comme entité? Donc il y a beaucoup de débats métaphysiques qui sont soulevés par ces questions, par ces théories physiques. Et l'idée de Hume, c'est de dire, bah, en fait, c'est pas des choses qu'on observe vraiment, quoi. Oui. Ce qui est un peu absurde, c'est que tous les mots qu'il utilise dans son vocabulaire, on pourrait avoir le même raisonnement. Il devrait remettre en question ce que c'est chasser une partie de cette obscurité aussi. Et dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment observer, l'obscurité d'une théorie physique ou métaphysique. Dans ce cas-là, il devrait remettre en question tout son texte. Alors, je pense qu'il vous dirait que pour l'obscurité, si s'il l'observe, c'est le sentiment de mécompréhension qu'il ressent en étudiant ses idées. Donc, c'est pas observable. Alors, c'est plus observable que la boule, parce que la boule, vous devez transiter, tandis que la sensation que vous avez en lisant, vous l'observez directement dans votre tête. Pour Hume, hein, je dis pas que c'est vrai, mais pour lui, c'est même plus observable que la boule. Vous êtes plus certain de votre sentiment de l'obscurité, du fait qu'il y a une boule ici. Vous pourriez halluciner, mais par contre, c'est clair que vous avez un sentiment d'obscurité. Non, mais je pense que ce sera à peu près l'idée, mais je sais pas. Alors, vous voyez, hein, vraiment, l'idée de Hume, c'est que c'est ça qui le dérange, c'est de se dire, bah, en fait, tous ces termes qui sont utilisés par les physiciens et sur lesquels les métaphysiciens sont en train de travailler pour se dire, mais en fait, de quoi parlent les théories physiques, hein? Est-ce qu'ils décrivent vraiment quelque chose? Est-ce que c'est quoi la nature de ces trucs? Et, bon, ça c'est très particulier, mais souvent cette section de l'enquête sur l'entendement humain, elle est souvent interprétée au biais de la causalité. Souvent, on va dire que le choc de la boule blanche a causé le démarrage de la boule rouge. Pourquoi la boule rouge Pourquoi la boule rouge bouge? C'est parce que la boule blanche flanche. Non, c'est parce que la boule blanche l'a touchée. Et Hume va dire, mais en fait, là encore, où est-ce que vous avez vu la causalité? Vous avez vu deux événements, vous avez vu une corrélation entre des événements, hein, une coïncidence plutôt qu'une corrélation, enfin une petite corrélation dans le texte philosophique. Il y a un événement qui s'est produit juste après l'autre, mais est-ce que vous avez vu que l'un causait l'autre? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, hein, vraiment? Est-ce que vous voyez un peu le problème? Et c'est ça qui embête Hume. Donc, quand il parle de connexion nécessaire, il parle en fait de causalité. L'idée qu'il y a quelque chose dans la cause qui va nécessiter l'effet. Il y a une sorte de relation qui est plus qu'une simple coïncidence entre la cause et l'effet. Je vous rassure, tout ça amène à des questions fort intéressantes, mais il faut vous tenir le coup. Faut tenir le coup. Alors, l'idée de Hume, c'est de dire, est-ce que ces idées elles ont un sens? Est-ce que ça a du sens de faire des recherches de métaphysique sur la nature de la force, la nature de l'énergie? Ou est-ce que finalement, ces idées sont des idées creuses, des mots qu'on utilise mais qui ne veulent rien dire? Hein. Et alors, l'idée de Hume, elle est très simple, c'est sa méthode générale, c'est sa méthode empirique, c'est de dire, une idée n'a de sens que si on peut la rattacher à quelque chose d'observable. Une idée qui a un contenu, c'est une idée qui correspond à des observations. Si c'est pas une idée, si c'est un mot qui ne correspond à rien d'observable, ben c'est plus une sorte de vibe un peu vague, ça veut rien dire en fait. Ça n'est pas une idée concrète qui a un sens. Il n'y a pas de contenu sémantique. Ça correspond à autre chose, plus un vague sentiment, une vague habitude, hein, ce que vous voyez vraiment. Donc si ces idées, elles ont un sens, et on peut dire ce que c'est une force, on peut dire ce que c'est la causalité, eh ben c'est simple, il faut se dire à quoi ça correspond en expérience. Hein. Par exemple, le mot chat, il a un sens parce que j'ai vu des chats. Hein. Le mot table, il a un sens parce que j'ai vu des tables. Et est-ce que ces mots-là, ils ont un sens? Donc Hume fait une enquête, il dit, bah, je vais chercher si ces mots ont un sens clair en cherchant à quoi ils correspondent. Quelle est l'origine de ces concepts? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils correspondent à quelque chose? Est-ce que vous voyez un peu est-ce que vous comprenez la question et la méthode? Même si pour l'instant, vous ne voyez pas à quoi d'intéressant ça va mener. Est-ce que vous voyez un peu l'interrogation et comment c'est voilà.
est-ce que ces idées qui sont utilisées en physique, est-ce que même cette idée de causalité qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et qui est aussi essentielle pour la physique et les sciences, est-ce qu'elles ont un sens en fait? Et pour ça, il faut voir d'où est-ce qu'on tire cette idée. Alors la première idée de Hume, c'est, souvent Hume fait toujours ça en deux temps, il dit, les idées, on peut les avoir soit par pur raisonnement, comme en mathématiques, je crée des formes dans mon esprit, je tire des théorèmes, donc on les a a priori, ou on les a a posteriori en observant le monde. Ça va jusque-là? Donc il faut examiner les deux solutions. Donc très vite, Hume dit, bah, a priori, l'idée de force ou de causalité, elle n'est pas a priori. C'est pas quelque chose que je sais avant d'observer le monde, parce qu'avant d'observer le monde, je ne pouvais pas savoir que quand la première boule toucherait la seconde, d'un coup, elle démarrerait et qu'il y aurait une force transmise. C'est quelque chose que je dois observer, hein. Par exemple, Hume a cette phrase célèbre, il dit, voilà, même si on prend un homme comme Adam, quand il est créé directement au monde, bah, il n'a aucune idée que mettre sa main dans le feu, ça va causer une brûlure. Donc il n'a pas l'idée de lien causal entre mettre sa main dans le feu et une brûlure, si vous voulez. Toutes ces choses-là, les relations de causalité, il faut observer le monde pour les découvrir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il faut savoir que A cause B, pas quelque chose que vous pouvez savoir à l'avance sans aucune connaissance sur le monde. Il faut observer le monde. Est-ce que ça va jusqu'ici? De la même façon, pour savoir qu'il y a une force qui fait que tel objet va bouger tel autre, bah, c'est aussi quelque chose dans lequel il faut observer le monde. Ce n'est pas possible de savoir qu'il y avait une force d'attraction, par exemple, entre les planètes et le Soleil sans observer le monde, si vous voulez. Donc c'est clair que ça, c'est pas juste quelque chose, un savoir conceptuel, logique. Il faut observer. Mais la deuxième partie de l'argument de Hume, c'est mais par contre, bah, dans l'observation, on ne voit jamais de force. Je vois juste cette boule qui démarre quand celle-ci s'arrête après être entrée en collision. J'interprète certainement. Je me dis qu'une explication possible, c'est que il y a une force qui était transmise de l'un à l'autre, mais la force ne correspond à rien de directement observable pour Hume. OK? De la même façon, pour Hume, bah, l'idée de causalité, c'est l'idée qu'il y a des causes et des effets, c'est pas quelque chose que j'ai dans l'observation. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un événement qui est suivi temporellement d'un autre. Ça va, je peux l'observer. Mais on est d'accord que l'idée de causalité, que A cause B, c'est pas la même chose, c'est plus. C'est pas juste que A arrive après B, hein. Il peut y avoir des choses qui arrivent les unes après les autres sans que l'une cause l'autre. C'est quelque chose de plus de dire que A cause B que de dire que B arrive après A. Est-ce que ça, tout le monde est OK? Mais l'idée de Hume, c'est qu'on n'observe jamais de causalité. Alors, je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça, hein. C'est par exemple, de temps en temps, si vous êtes en médecine, vous faites des essais cliniques pour dire que bah, tel médicament cause plus de guérison chez les patients, par exemple. Comment vous faites ça? Bah, on va prendre un cas très simple, hein. Vous prenez un groupe qui a un placebo, un faux médicament, vous prenez un autre groupe qui a le médicament, et vous observez que le groupe qui prend le médicament va beaucoup mieux. On espère que tout se passe bien. Et là, vous en concluez, hein, en général, que le médicament guérit, qu'il a causé la guérison. Mais ce que dirait Hume, c'est que en vrai, tout ce que vous avez observé, c'est que le groupe qui a eu le médicament se trouve être celui qui a le plus guéri. C'est une coïncidence, une corrélation. C'est vous qui allez interpréter ça en termes de causalité. Et Hume ne dit pas que c'est un tort de l'interpréter en termes de causalité. Ce qu'il dit juste, c'est que par contre, ce n'est pas l'observation elle-même qui vous donne l'idée de causalité. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui appliquez l'idée de causalité sur les observations que vous venez de faire. Est-ce que vous voyez l'idée? Oui? L'argumentation de Hume n'est pas vouée à être une argumentation purement circulaire, parce que Ah, j'ai pas dit qu'elle était circulaire. ouais, Ouais. mais est-ce qu'elle n'est pas vouée au final? Parce que Ah, il dit a priori qu'on ne peut rien savoir sans expérience. mhm. Et pourquoi il dit ça? Parce que l'expérience l'a confirmé plus tard. C'est-à-dire qu'il confirme Ah. l'expérience par l'expérience. Non, alors, là, il utilise l'idée que tout doit venir d'expérience, c'est plus son cadre, le cadre théorique dont il part, qui est celui de l'empirisme. Donc c'est quelque chose qui préexiste à ses réflexions sur la causalité. Voilà. Ce que je veux dire, c'est Oui. qu'il le voit où, encore une fois. C'est qu'il dit que toute connaissance doit venir de l'expérience. Tout à Et fait. puis, dans ce cas-là, il va confirmer l'expérience par l'expérience. Alors, pour voir, il faut remonter à un certain nombre d'idées. En gros, leur idée, c'est que s'il y a des connaissances qui ne viennent pas de l'expérience, elles viennent de l'esprit. OK? Donc, c'est sortes de connaissances. Alors, ça doit être des sortes de connaissances qui sont dans l'esprit, qui donc font partie du bagage intellectuel inné, hein, qui est le nôtre, sauf révélation divine, mais on va pas aller là. Et en gros, il y a tout un argumentaire qu'il hérite de Locke, que je ne vais pas refaire ici, qui était l'idée que bah, de toute façon, c'est clair qu'on n'a pas d'idée innée, il n'y a pas de trucs sur lesquels tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'évidence sur lesquelles les bébés sont d'accord. À 3 ans, à 3 mois, les gens vont pas commencer à avoir des idées métaphysiques. Bon, vous jugez de la qualité de ces arguments comme vous voulez. Mais en gros, il part
Je vous rappelle, les débats rationalisme empiriste, c'est le XVIIe siècle. Locke, il écrit au XVIIIe, pour lui, c'est plié, si vous voulez. C'est clair qu'il n'y a pas d'idée innée. Et vu que la solution, c'est soit quelque chose a été acquis par l'expérience, soit il y a des idées innées, pour lui, ça a été clairement prouvé qu'il n'y a pas d'idée innée. Donc, une idée qui a un sens, qui a un contenu, elle doit forcément venir de l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui présuppose à toute cette réflexion, si vous voulez. Ça, c'est pas censé démontrer ce cadre-là. Il fait une investigation pour savoir si les concepts de causalité et de force ont un sens en présupposant ce cadre théorique-là, si vous voulez. Alors, vous pouvez rejeter le cadre théorique, hein, tout à fait. Et dans ce cadre théorique-là, ça a un sens, un peu, ces arguments. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais ok, s'il dit qu'il n'y a pas de causalité, qu'est-ce qui constituerait une vraie causalité pour lui? Quelque chose qui a vraiment été causé. Ah Vous bah, pouvez donner un exemple? alors, justement, pour la réponse de Hume, ce serait pour répondre à cette question, il faudrait déjà que je sache ce que veut dire le mot causalité. Pour donner un contenu à ce mot, il faudrait déjà que je puisse le rapporter à quelque chose d'observable. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous donner un exemple de ce qu'est une vraie causalité, parce que j'ai toujours pas compris ce que voulait dire ce mot. Et la corrélation, Alors, la corrélation, par contre, c'est très bien. C'est qu'il y a deux choses qui se produisent proches l'une de l'autre. Voilà, si vous voulez. Ça, c'est observable, c'est clair. Alors, une solution, ce qu'on appelle les théories humiennes de la causalité, justement, ce qui n'est pas la théorie d'Hume, mais qui est une théorie inspirée d'Hume, c'est de dire, mais en fait, la causalité, c'est juste une corrélation fréquente. A cause B, ça veut juste dire quand A arrive, B a tendance à arriver. Après, est-ce que c'est un bon concept, une bonne définition de la causalité? Mais vous pouvez faire ça. Mais si vous acceptez ça, Hume a un peu fait son taf. Il dit, voilà, en fait, s'il vous plaît, il a un peu fait son travail. Il dit, voilà, toutes ces questions, toutes ces interrogations sur la nature de la force et de la causalité, bon, en fait, elles sont répondues. Il n'y a pas de questions métaphysiques profondes qui sont qu'est-ce que c'est la causalité, qu'est-ce que c'est la force. Ça veut juste dire B arrive généralement après A. Voilà, on a analysé la causalité, on est content. Et puis, il n'y a plus trop de mystère, si vous voulez. C'est un peu le but, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il n'y a pas de mystère métaphysique à creuser. Il y a juste pas des conjonctions dans le temps. Puis la causalité, c'est rien d'autre. Après, si vous voulez défendre une définition plus robuste de la causalité, Hume vous dira, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que vous voyez à peu près le. C'est ça la dialectique de Hume. C'est soit vous arrivez à définir la causalité en quelque chose d'observable, mais vous retombez sur une définition qui est juste, bah, les deux trucs ont tendance à se produire ensemble, et il n'y a pas vraiment plus de lien que ça entre les deux, et ça ne soulève pas de questions métaphysiques intéressantes. Soit vous dites, non, c'est quelque chose de plus que ça, et Hume vous dira, oui, mais je vois pas d'où vous tirez cette idée. Il n'y a rien dans ce que vous observez qui suppose quelque chose de plus. C'est bon? Ouais. presque. Mais du coup, une force kinétique, on pourrait dire que la force kinétique est justement un type de corrélation. Ouais, exactement. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, la force, finalement, c'est pas un truc qui existe, c'est juste la masse fois l'accélération. Et il y a des objections contre ça ou pas? Bah, il n'y a pas d'objection contre ça, dans le sens, ça dépend si d'après vous, est-ce que le concept de force, c'est juste un résumé mathématique de masse fois accélération, et ça veut rien dire de plus que ça, ou est-ce que vraiment la force, l'énergie sont des entités dans le monde, quoi. Si vous avez une métaphysique très déflationniste, ça va très bien pour Hume. Si vous considérez par contre que quand on cherche les forces, que les physiciens cherchent les forces fondamentales de l'univers, ils cherchent vraiment les constituants métaphysiques qui expliquent la marge de l'univers et pas juste des résumés mathématiques de ce qu'on observe, là vous êtes dans un cadre pas humien. Voilà, c'est justement un choix à faire métaphysique, si vous voulez. Alors, la dernière chose que Hume dit, c'est ça vient pas ça vient pas du raisonnement pur logique. On peut pas savoir que A cause B juste par raisonnement. On ne peut pas savoir que A cause B par observation, on voit juste que B se produit après A. Et une réponse qu'on peut lui faire, c'est oui, mais nous, quand on agit, on sent la causalité là. Regardez, j'ai pris la décision de pousser ce téléphone une fois de plus, et là, j'ai senti la causalité à travers mon corps qui partait de mon esprit, qui s'étendait dans mon bras, là, qui se manifeste par un effort incroyable pour pousser ce téléphone. Et Hume dit, bon, je crois pas, parce que en général, on ne sait pas exactement. On peut pas. Des fois, les gens essayent de faire un truc, puis ils se rendent compte que leur bras est paralysé et ne bouge pas. Alors, je sais pas trop, hein. Et ils savaient pas à l'avance que le bras allait pas bouger. Hein, ils n'avaient pas le sentiment de cette connexion entre le bras, entre eux et leur bras. C'est juste une fois qu'ils ont bougé le bras, leur esprit fait lien entre les deux. Ils se disent, ah, c'est moi qui ai bougé le bras, regardez. Et donc là encore, c'est juste une conjonction dans le temps qui donne le sentiment qu'on a agi, mais on n'a pas de sentiment on n'a pas un sentiment interne de la causalité, si vous voulez. On ressent juste les effets de ce qu'on fait, mais c'est pas la causalité qu'on observe. Voilà. Donc, en gros, l'idée de Hume, c'est que bah, l'idée de force ou de causalité qu'on utilise en science,
ça correspond à rien d'observable. Donc c'est un mot vide en fait. C'est un mot qui ne correspond à rien. Euh, alors, d'où vient un peu l'idée de... Oui, Alors, c'est un peu, mais pour lui, pardon, hein, oui, mais oui. pour lui, typiquement des notions comme la liberté, la beauté, le bien, etc., c'est rien d'observable. Donc, Ah, mais la liberté, si, ça peut y aller. en quoi c'est plus observable qu'une force qui agit sur une autre force? Bah, parce que pour lui, la liberté, c'est quand on agit, quand on agit sur la base de conformément à nos désirs. Donc j'ai des désirs, je peux les observer parce que j'ai un peu d'introspection et je vois que je vois que j'agis en conformité avec ces désirs. Voilà, je suis libre. Bien sûr, mais ces raisonnements, ils sont autant valables pour la causalité, en fin de compte. Alors, c'est toute une question, effectivement. Je veux dire, soit il est cohérent jusqu'au bout, soit il lâche l'affaire. Alors vous inquiétez pas, il est cohérent jusqu'au bout puisqu'il va finir par douter de la réalité du monde extérieur. Ça vous va comme ça? Ouais, ouais. Voilà. On y arrive dans deux ou trois, on arrive dans deux ou trois diapos. Vous inquiétez pas, il est jusqu'au boutiste. Ah non, tout à fait, c'est même sa caractéristique, c'est vraiment le type qui a poussé le truc jusqu'au bout, sauf Berkeley pour être une autre version. Est-ce qu'on peut poser une question sur son état mental quand il a lancé Pour Jung, c'est très simple, il va très bien, parce que un des thèmes philosophiques fondamentaux de la théorie, de la philosophie de Jung, qu'on a un peu vu tout à l'heure, c'est l'idée que toutes les réflexions philosophiques n'ont aucun impact sur votre vie de tous les jours. En gros, il dit, ouais, on peut soulever sérieusement tous ces doutes pendant qu'on est dans le séminaire de philosophie. C'est vraiment une phrase qu'il dit. Mais au moment où vous aurez mis le pied dehors, ça vous dérangera plus trop pour vivre. Donc, ça va dans son idée de ce qu'on a vu sur le bonheur, qu'il y a une sorte d'incapacité totale de la philosophie à avoir un impact sur votre vie. Donc, lui, il est tout à fait cohérent là-dessus. Il dit, voilà, j'ai tous ces doutes sceptiques, mais je sais très bien que ça ne m'empêchera pas de regarder les deux côtés avant de traverser la rue. Et merci, je vis très bien. Il n'a aucune angoisse, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de sa philosophie. Tout ça, c'est bien rigolo. Il y a vraiment une sorte de quelque chose sur l'impuissance de la raison à avoir un effet sur votre comportement chez Hume, qui se traduit aussi là-dedans. Vous pouvez arriver à la conclusion avec tous les meilleurs arguments du monde que le monde extérieur n'existe pas, ça ne vous empêchera pas de vivre comme s'il existait. Et même, ce serait difficile de faire le contraire. Il vous met un peu au défi de transformer ça vraiment activement. En fait, il dit non, vous ne tiendrez pas le coup, quoi. Il y a une phrase très connue d'Hume comme ça qui dit je ne pense pas qu'il existe de vrais sceptiques pyrrhoniens, hein, vous vous rappelez, des sceptiques qui doutent de tout, parce qu'il dit soit ils n'existent pas parce que c'est impossible naturellement, soit ils ont existé, ils sont tous morts. Voilà, donc il y a eu une sélection naturelle envers le sceptique. Si quelqu'un était vraiment sceptique, il ne tiendrait pas plus de 2 jours, donc techniquement, il n'y a pas de sceptique. Donc c'est vraiment ça. Donc la question sur l'état intellectuel de Hume, il va bien, selon lui. Donc c'est vraiment, il dit vraiment, tout ça c'est des questions, il dit de métaphysique abstruse, c'est une expression qu'il aime bien, qu'on peut discuter comme ça, mais qui n'ont aucune importance pratique selon lui. Donc voilà, d'où vient l'idée de causalité selon Hume? C'est pas une vraie idée, c'est un vague sentiment dans lequel on donne un mot. Il dit c'est dans notre nature de se baser sur l'habitude, et quand on voit que l'événement A a été suivi très souvent de l'événement B, notre esprit fait un lien entre les deux, parce que pour la survie, c'est bien, hein. Si A est souvent suivi de B dans l'observation, c'est bien la prochaine fois que je vois A de m'attendre à B, hein. Par exemple, supposons que je suis un peu limité et j'ai mis ma main dans le feu une fois, ça m'a brûlé, j'ai mis ma main dans le feu une deuxième fois, ça m'a brûlé, j'ai mis ma main dans le feu une troisième fois, ça m'a brûlé, j'apprends très lentement. Hume dira, peut-être à un moment, votre esprit va rapprocher les deux idées, et au moment où vous voyez un feu, pouf, l'idée de, oula, si je mets ma main dedans, ça va brûler, va apparaître dans votre esprit. C'est un mécanisme de survie, c'est une association entre les deux idées. Et Hume va dire qu'à un certain moment, certaines associations deviennent tellement naturelles pour nous que ça devient clair que on a un lien clair dans notre tête entre A et B, et on va donner le nom de causalité à ce lien-là. Mais ce lien-là, c'est juste une association d'idées entre les deux. Et l'idée de Hume, c'est pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la causalité physique, c'est très clair, c'est juste qu'on a l'habitude de la voir. On n'a aucune compréhension métaphysique de comment ça fonctionne en fait, la causalité physique. Mais c'est juste qu'on l'a vu tellement de fois que ça nous est devenu naturel, donc on ne se pose plus de questions. Si maintenant on me demande comment un esprit matériel pourrait causer un objet physique, comme c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu dans la vie de tous les jours, là, ça devient énigmatique parce que j'ai pas ce sentiment d'habitude. Mais vraiment, son idée, j'arrive, hein. Son idée, c'est que quand quelqu'un comme Elisabeth ou les cartésiens vont dire la causalité physique, c'est beaucoup plus clair que la causalité mentale physique, il dit non, c'est pas plus clair, vous n'avez pas une meilleure idée des rouages internes, de la nature de cette corrélation. C'est juste qu'elle est devenue tellement naturelle que là, vous n'avez pas le sentiment que ça vaut la peine de se poser des questions métaphysiques. Oui, L'enquête sur l'entendement humain a été écrite après le traitement de nature. tout à fait, oui. Donc ça veut dire que son
Si, c'est le modèle chronique, parce que dans la, Ah oui, bien sûr. dans la nature humaine, il remet en question la nécessité de la liaison entre de la causalité, et là, il remet en question toute la causalité. Non, mais il y a déjà ça dans le traité quand même un peu, je crois. Peut-être. Parce que, il me semble qu'il parlait que de la nécessité. Il disait que c'est pas nécessaire. On la voit souvent, mais que Ah. c'est surtout de la liaison nécessaire. Oui, alors c'est moi qui ai simplifié. C'est juste que pour lui, causalité, c'est forcément quelque chose qui se définit comme quelque chose qui établit une connexion nécessaire pour l'époque. Donc pour lui, c'est clair que si on remet en cause l'idée de nécessité, on remet en cause l'idée de causalité du même coup. C'est vrai qu'en métaphysique contemporaine, on accepte l'idée de causalité non nécessaire. Mais là, pour l'époque, c'est clair que la causalité implique une sorte de nécessité. Oui. D'accord, c'est la déduction. Oui, j'y vais dans 2 secondes. Donc, voilà. Donc ça, c'est un des problèmes que pose Hume. Alors, je vous jure, ça amène à des choses incroyables. Donc, un des premiers problèmes qu'il pose, c'est ça, c'est de dire, dans les sciences, on parle de force, on parle de causalité, mais finalement, ces notions de force et de causalité, c'est des choses qu'on impose sur ce qu'on observe et qui n'ont pas l'air d'être quelque chose qu'on peut tirer de l'observation. Donc, il y a déjà quelque chose d'un peu bizarre. Alors, l'idée, c'est que c'est une idée vide, et donc voilà, ça j'ai déjà dit. Mais il y a d'autres problèmes que soulève Hume. Il y a 3 problèmes qui soulèvent en tout. Le premier, c'est celui de la causalité. En science, on interprète le monde comme étant un monde dans lequel il y a des causes et des effets. Mais la notion de cause et d'effet sur laquelle se base la science, elle vient pas de l'observation. Donc d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle a un sens? Donc, pour Hume, c'est juste une idée vide. Et vous voyez que c'est un peu bizarre quand même de se dire, bon, la science, c'est la recherche des causes et des effets, et puis de ce qui lie la cause et l'effet, des lois qui lient les causes et l'effet. Mais cause et effet, ça veut rien dire. Ça veut juste dire des trucs qui suivent dans le temps. Un peu bizarre. Et Hume soulève d'autres problèmes contre la pratique scientifique de son temps. Son idée, c'est que les scientifiques pratiquent ce qu'il appelle l'induction. Alors, je rappelle ce que c'est l'induction en philosophie. C'est un type de raisonnement dans lequel on part d'un ensemble d'observations forcément limitées, parce qu'on n'a pas un nombre d'observations infini, et on en tire des lois générales. Hein. Donc, par exemple, comme je disais, si après 3 fois que j'ai mis la main dans le feu, j'en déduis que le feu, ça brûle toujours, j'ai fait une induction. Un exemple classique d'induction qu'on donne en cours de philo, hein, vous savez, c'est tous les signes que j'ai vus jusqu'ici sont blancs, donc tous les signes sont blancs. L'exemple est connu parce que jusqu'au fin 18e siècle, on pensait effectivement en Europe que tous les signes étaient blancs. Parce que le signe noir a été découvert en Australie, hein, vraiment le pays des animaux mal foutus. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est un exemple qui est devenu célèbre, hein, c'est qu'en fait, on ne sait jamais exactement quand l'induction fonctionne ou pas. Alors, quel est le problème de Hume avec l'induction? C'est pas qu'il y a des exceptions, parce que ça, tout le monde est au courant depuis l'éternité, hein, comme je vous l'ai dit, si vous l'avez compris en 3 secondes. Le problème de Hume, c'est plus le suivant, c'est de dire qu'en fait, quand je fais une induction, quand je généralise sur la base du passé, pour faire des prédictions sur le futur, si je me dis, toutes les fois que j'ai touché le feu, ça brûlait, donc si le feu, ça brûle en général, et la prochaine fois que je touche du feu, ça va brûler. Ce que dit Hume, c'est qu'en fait, quand je fais ça, ce qui a l'air quelque chose de très neutre, je fais des suppositions métaphysiques sur la nature de l'univers. Je suppose que l'univers a des lois stables, en fait, que les lois de l'univers ne changent pas du jour au lendemain. Alors vous allez me dire, c'est oui, mais ce que dit Hume, c'est c'est une supposition. Bon, alors, à ce point-là, l'enregistrement du cours a coupé pendant quelques minutes, donc je réenregistre les parties les plus importantes. Là, on s'est arrêté juste avant que ça coupe, c'est cette idée que pour Hume, il y a un certain nombre de notions qu'on utilise pour comprendre le monde et qui n'ont pas l'air de venir d'expérience. Donc la première dont on vient de parler il y a 5 minutes, c'est cette idée qu'il y a des causes et il y a des effets, qu'il y a des relations de cause à effet entre des objets. Et comme j'expliquais, pour Hume, ce qu'on voit techniquement dans l'expérience, c'est la succession entre A et B. L'idée que A cause B, c'est une idée intuitive, c'est comme ça qu'on interprète l'événement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement. C'est une interprétation de ce qu'on voit vraiment, qui est une succession d'événements. Le deuxième point, donc c'est là où vous s'est arrêté, où pour Hume, on interprète le monde selon des catégories qui ne correspondent pas à l'expérience, c'est l'idée qu'en science, mais aussi dans la vie de tous les jours, on a tendance à interpréter le monde en termes de lois universelles et régulières. On considère que les choses fonctionnent d'une certaine façon dans le monde et qu'elles vont continuer à fonctionner de la même manière partout et tout le temps. Que donc, par exemple, si j'ai mis ma main dans le feu et que ça me brûlait, ça me brûlera aussi demain, ça me brûlera aussi hier, ça me brûlera aussi dans un autre pays. Donc, ces lois de la nature, ces lois qui relient les causes et les effets, elles sont universelles et stables. Alors, comme je disais, ça pouvait paraître naturel, en fait, oui, oui, les lois de la nature sont stables. Mais ce que dit Hume, c'est que techniquement, c'est un problème parce que, selon lui, l'idée selon laquelle les lois de la nature sont stables, c'est une supposition métaphysique sur la structure du monde. Chaque fois que je généralise mon expérience d'aujourd'hui à demain, si je dis aujourd'hui le feu m'a brûlé, donc demain le feu va me brûler, l'eau m'a mouillé aujourd'hui, donc demain l'eau va mouiller,
Ça paraît un truc totalement naturel, mais pour Hume, c'est un mouvement un peu étrange, parce que ça suppose qu'on croit à la stabilité des lois du monde, que les lois du monde sont universelles dans l'espace et dans le temps. Et selon Hume, ben, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prouver, c'est juste une supposition qui vient un peu de nulle part, hein. Donc, alors effectivement, comment est-ce qu'on prouverait que les lois de la nature sont stables? Chez Hume, les preuves, elles sont toujours de deux types. Soit elles sont a priori, par pur raisonnement, comme les mathématiques, soit elles sont a posteriori, par observation, comme la physique, la médecine, les sciences empiriques. Alors, est-ce qu'on peut prouver a priori, par pur raisonnement, que les lois de la nature sont stables et seront stables toujours, resteront les mêmes? L'idée d'Hume, c'est non. On ne peut pas prouver ça par le raisonnement logique, par le pur raisonnement logique, parce que il n'y a pas de contradiction à imaginer que demain, les lois de la nature vont changer. Si je dis peut-être que demain, le feu ne brûlera pas, peut-être que demain, l'eau, elle bourra à 50 degrés au niveau de la mer, ça paraît étrange, ça paraît absurde, mais ce n'est pas contradictoire. On ne peut pas dire que c'est impossible, en fait. Donc, on ne peut pas prouver par pure logique, a priori, par pur raisonnement, que les lois de la nature sont stables. Alors, est-ce qu'on peut les prouver par observation? Est-ce que finalement, on ne peut pas prouver par observation que les lois de la nature sont stables? Alors, Hume dit, bah, essayez. Comment vous feriez? Et la réponse classique, c'est de se dire, bah, regardez, c'est très simple. Les lois de la nature, dans le passé, elles ont toujours été stables. On n'a jamais vu les lois de la nature changer dans le passé. Donc finalement, on peut généraliser et se dire que par induction, elle fonctionnera dans le futur. Les lois seront les mêmes dans le futur. Si elles ont été stables dans le passé, elles seront stables dans le futur. Mais Hume dit, mais en fait, en faisant ça, vous faites un raisonnement circulaire. Pourquoi? Ben, pour prouver le présupposé de l'induction, c'est-à-dire que les lois de la nature sont stables, vous avez utilisé une induction et vous avez déjà supposé que les lois de la nature étaient stables. En effet, si je dis, bah, puisque les lois ont été stables dans le passé, alors elles seront stables dans le futur, ce raisonnement, il présuppose que je peux utiliser le passé comme modèle pour penser ce qui se fera dans le futur, en fait. Donc je suppose déjà que le futur sera comme le passé, alors que c'est justement ce qu'on essaye de prouver. Donc ça, c'est le cercle de l'induction de Hume, c'est de dire, on part, nos raisonnements inductifs, nos généralisations, elles partent de l'idée que le futur se comportera comme le passé. Ce raisonnement, il suppose que les lois de la nature sont stables, et je ne peux pas prouver ce raisonnement par l'observation, parce que pour le prouver par l'observation, il faudrait déjà que je suppose que les lois de la nature sont stables. Si je dis les lois de la nature seront stables dans le futur parce qu'elles ont été dans le passé, je suis déjà en train de penser, de supposer que les lois de la nature seront stables, et donc on peut utiliser le passé comme modèle du futur. Alors quel est l'intérêt de tout ça? Encore une fois, l'intérêt d'Hume, c'est de dire la chose suivante. Comme pour la causalité, ben, la notion de loi stable de la nature, de loi universelle de la nature, c'est un présupposé, une notion en fait qui guide notre compréhension du monde. Quand on voit des objets agir d'une certaine façon, on se dit qu'ils vont continuer à agir de la même façon dans le futur, que les mêmes causes produiront les mêmes effets, hein, c'est une phrase assez connue. Mais ce que Hume dit, c'est vrai, effectivement, c'est un présupposé qu'on utilise, qui est à la base de l'induction. Mais ce présupposé, d'où est-ce qu'il vient? Bah, il ne peut pas venir de l'expérience elle-même, il ne peut pas être offert par l'expérience. C'est une façon qu'on a d'interpréter le monde qui ne peut pas être prouvée par l'expérience. Donc c'est la deuxième, après la relation de cause et d'effet. Encore une fois, c'est une sorte de mystère sur lequel Hume s'arrête en disant, voilà, on interprète le monde de cette façon, mais cette façon d'interpréter le monde, elle ne peut pas être prouvée par l'expérience. Donc en fait, finalement, on n'est pas des très bons empiristes, hein. On croit aux relations de cause et d'effet, on croit que les lois de la nature sont universelles, mais aucune de ces croyances ne peut être fondée sur l'expérience, prouvée par l'expérience. Alors il reste un troisième problème de ce même genre pour Hume, c'est le concept de substance, hein. Donc en métaphysique, une substance, c'est un objet qui possède une existence continue dans le temps. L'idée, c'est que, bah, par exemple, je suis la même personne aujourd'hui que j'étais hier. Alors j'ai un peu changé, mes cheveux ont un peu poussé ou ont rétréci si je suis allé chez le coiffeur, mais je suis la même personne, même s'il y a des choses qui ont changé. Hein. Donc on considère que le monde est peuplé d'objets stables qu'on peut réidentifier d'un jour sur l'autre, d'une heure sur l'autre, d'un moment sur l'autre. C'est cela qu'on appelle des substances. Et l'idée d'Hume, c'est de dire, mais en fait, finalement, l'idée que le monde est peuplé d'objets stables, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver par l'expérience. Alors ça paraît étonnant à première vue, mais le raisonnement d'Hume, c'est le suivant, en fait. Si je pense, selon Hume, à ce que j'observe vraiment, est-ce que j'observe des objets? Non, j'observe jamais directement les objets eux-mêmes. Ce que j'observe, c'est les sensations dans mon esprit que provoquent ces objets. Par exemple, si je regarde un objet posé sur la table, là, bah, j'ai une tache de couleur de tel objet. Disons que par exemple, l'objet sur la table est,
sais pas, une tasse rouge. Donc là, ce que j'observe surtout, en vrai, la seule chose dont je suis certain, c'est que j'ai dans mon esprit une sensation visuelle, une sorte de tache rouge. Si je bouge, par exemple, si je m'éloigne de la table, cette tache, elle va se rétrécir. Si je m'approche beaucoup, elle va grandir. Et donc, en fait, en vrai, ce que j'observe, c'est tout un tas de sensations différentes. Si je me tourne, la tache rouge, elle n'est plus là. Et si je me retourne vers la table, la tache rouge, elle sera à nouveau là. Ce que j'observe vraiment, c'est un ensemble de taches lumineuses, un ensemble de taches de couleurs. C'est la seule chose dont je suis certain, ce sont ces impressions visuelles et auditives, etc. Et ce que dit Hume, c'est nous qui avons ensuite interprété et rattaché toutes ces sensations entre elles en disant bah, toutes ces sensations, elles correspondent à un même objet. Hein. Quand je m'éloigne de la tasse et que je me rapproche de la tasse, j'ai des taches rouges qui prennent de différentes tailles dans mon esprit, une plus grosse, une plus petite. Mais moi, je vais interpréter ça comme il y a un objet qui ne change pas de taille, qui est l'objet rouge, la tasse rouge posée sur la table. Ce que dit Hume, c'est que donc ces impressions visuelles qu'on a, on les interprète en termes d'objets, comme si elles correspondaient à des objets solides qui durent dans le temps. Mais ce que dit Hume, c'est oui, on les interprète comme ça, mais est-ce que l'idée qu'il existe des objets permanents extérieurs à nous, c'est quelque chose qu'on peut tirer de l'expérience? Et lui soulève des doutes assez forts à ce sujet. Son idée, c'est la suivante, c'est quelqu'un qui aurait aucune idée d'objet stable. Imaginons un être qui naît comme ça. Il a juste une accès visuel au monde, il voit des taches de couleurs. Qu'est-ce qui l'amènerait à un moment donné à interpréter ces différentes taches de couleurs en disant, en fait, toutes ces taches, elles correspondent à des objets qui sont extérieurs à moi. Ce n'est pas juste des impressions que j'ai. Pour Hume, ce saut-là, il n'est pas clair en fait, hein, parce que on ne peut pas tirer l'idée d'objet stable d'une simple succession de tâches en fait. C'est plutôt le contraire, c'est parce qu'on a déjà la croyance qu'il existe des objets extérieurs, qu'on va interpréter toutes ces tâches de couleurs différentes, de formes différentes, comme référents à des objets qui continuent dans le temps. Donc vraiment, le premier point de Hume, c'est ça, on interprète nos sensations comme si elles correspondaient à des objets extérieurs qui existent indépendamment de nous. Mais cette interprétation-là, on ne peut pas la tirer de l'expérience. L'expérience pure, c'est juste des taches de couleur. L'expérience ne nous donne pas accès à des objets stables. C'est déjà une interprétation d'expérience en termes d'objets stables qui nous donne accès à ces objets stables. Donc on a déjà besoin de la catégorie d'objets stables, de l'idée d'objets stables, pour interpréter l'expérience comme référent à des objets stables. Donc vraiment, ça amène Hume à une sorte de scepticisme assez terrible où il dit finalement, on n'a aucune preuve empirique certaine que les objets extérieurs existent. Vraiment, si je me concentre sur ce que j'observe, c'est juste un ensemble de tâches visuelles et de sensations tactiles et de sensations auditives. Et traduire ça en termes d'objets, c'est déjà un bon explicatif, c'est déjà introduire pour interpréter ces sensations un concept, celui d'objet stable, qui n'est pas directement donné dans l'expérience. Donc ça rejoint la question de ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Qu'est-ce que c'est la permanence de l'objet? En psychologie, mais aussi en philosophie, c'est le nom qu'on donne à cette croyance qu'on a tous que ce qu'on voit, le monde qu'on voit, il est peuplé d'objets stables. Hein, il est peuplé d'objets qui continuent à exister, qui n'existent pas uniquement dans ma tête, qui ne sont pas juste des tâches qui existent de façon éphémère, mais que par exemple, cet objet de cette tasse rouge qui est sur la table, elle ne cesse pas d'exister quand je la regarde. Et ce que dit Hume, c'est que cette catégorie-là, ce n'est pas évident qu'elle vienne de l'expérience, c'est plutôt une catégorie qu'on utilise pour comprendre ce dont on fait l'expérience. Ce serait presque impossible d'avoir une expérience sans ce concept. Alors Hume a toujours la même solution, hein, c'est comme pour les lois de la nature. Pourquoi est-ce qu'on a l'idée de lois de la nature stables alors qu'on ne peut pas les déduire de l'expérience? Pourquoi est-ce qu'on a le concept d'objet permanent, stable, qui continue dans le temps alors qu'on ne peut pas le tirer de l'expérience? Hume dit, on a un instinct naturel vers ça. Ce qui est une façon de simplifier, de répondre à la question sans trop y répondre. Pourquoi on a cet instinct? Pourquoi il fonctionne? Pourquoi ça nous permet de bien interpréter la nature? Donc vraiment, c'est ça que lance comme question Hume, c'est de dire il y a plein de choses, d'idées qu'on utilise pour interpréter notre expérience qui ne semblent pas pouvoir être tirées de l'expérience elle-même. Qu'un être purement empiriste qui se contente de décrire ce qu'il voit ne pourrait pas tirer de l'expérience. Et ça, pour Hume, c'est assez embêtant parce que le concept selon lequel il existe des objets stables, le concept selon lequel ces objets stables peuvent causer certaines choses, qu'il y a des relations de cause à effet entre différents objets, et le concept selon lequel ces relations de cause à effet, elles obéissent à des lois stables de la nature, c'est un peu les principes de base de toute science, en fait. Hein. Si vous rejetez l'idée d'objet stable, si vous rejetez l'idée qu'il y a des lois universelles, si vous rejetez les relations de cause à effet,
bah, ça commence à être un peu difficile de faire de la physique, au moins dans le contexte de la physique du XVIIIe siècle. Donc vraiment, c'est un peu ça, pour ça qu'on parle du scepticisme de Hume. Hume dit, voilà, les concepts sur lesquels reposent la plupart de nos croyances, y compris de nos croyances scientifiques, ces concepts-là, ils n'ont pas l'air de venir de l'expérience. Ça a l'air d'être des sortes d'instincts un peu naturels. Mais du coup, si c'est juste des sortes d'instincts naturels et qu'on ne les tire pas de l'expérience, comment on peut dire qu'ils vont correspondre à la réalité? Comment on sait qu'il y a vraiment des objets stables? Que ce n'est pas juste un instinct qu'on a d'interpréter le monde en termes d'objets stables. Donc c'est vraiment ça le terrible scepticisme de Hume. C'est pas juste un scepticisme qui dit, bon, on ne peut rien savoir, c'est un scepticisme qui dit, les concepts les plus primordiaux de la connaissance, de la façon dont on comprend le monde, on ne semble pas les tirer de l'expérience du monde. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils correspondent au monde, en fait. Donc ça, c'est tout un problème qui déborde la philosophie, hein, qui a débordé, par exemple, en psychologie. Ces questions-là, elles ont soulevé les questions, par exemple, à partir de quand les enfants interprètent le monde en termes d'objets stables? Est-ce que les enfants, ils voient que des tâches, ou est-ce qu'ils comprennent que le monde est peuplé d'objets stables qui continuent à exister à partir, même quand ils les regardent plus? Donc il y a des expériences assez amusantes qui suggèrent que très très tôt, les enfants sont capables de comprendre que le monde est peuplé d'objets qui continuent d'exister même quand ils ne les regardent pas. Et d'ailleurs, les enfants seraient un peu étonnés de voir que les objets existent, cessent d'exister comme ça dès qu'ils tournent le dos. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce que, d'où est-ce qu'on tire l'idée que les objets ne disparaissent pas, qu'il y a des objets stables, hein. Comme dirait Hume, c'est pas évident qu'on peut le tirer de l'expérience. En fait, peut-être vous me diriez, l'expérience vous apprend que les objets sont toujours là où ils sont, mais c'est pas vrai, hein. Il y a plein d'objets qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont passés. On pourrait très bien en déduire par expérience qu'il y a un certain nombre d'objets qui disparaissent. Un exemple classique, c'est pour ceux qui s'occupent de ça, voilà, quand vous essayez de trouver les paires de chaussettes après avoir lavé le linge, il y a toujours une quantité de chaussettes assez incroyable qui a disparu mystérieusement. Vous n'avez aucune idée d'où ils ont pu passer. D'ailleurs, vous ne les retrouverez jamais. Donc, a priori, l'expérience elle-même ne nous dit pas que les objets ne disparaissent pas. On a plein de cas où on aurait envie de dire quand même, les objets, ils ont un peu tendance à disparaître tout seuls. Malgré ça, on ne croit pas ça, hein, comme dit Hume, on a vraiment la croyance un peu naturelle que bah, l'objet doit bien être quelque part. Il ne disparaît pas. Donc, quelle est l'origine de cette croyance? Pour Hume, ça ne peut pas être l'expérience, et pour Hume, c'est embêtant, parce que Hume, il est empiriste. Donc, si quelque chose ne vient pas de l'expérience, ben, ce n'est pas prouvé. Et donc, c'est sur ces doutes-là qu'on va revenir dans le reste du cours. Donc là, je reprends le cours au moment où le micro se rallume. Donc c'est assez marrant. Bah, donc c'est juste pour vous dire, là, ces questions, elles ont l'air hyper techniques et on se demande où ça vient. En fait, toute la vraie question, c'est est-ce que, bah, est-ce que tous ces concepts qui sont vitaux finalement pour la vie, qui sont l'idée qu'il y a des objets, l'idée que les lois de la nature sont stables, je vous ai dit, c'est un concept assez vital de penser l'idée que les lois de la nature sont stables. Ça vous évite de retester certains trucs tous les jours. Et l'idée que certaines choses en causent d'autres, c'est aussi intéressant pour la vie de tous les jours d'avoir un concept de causalité. Encore une fois, je pense à de l'informatique, mais la plupart des robots, c'est un grand débat en informatique, à la limite entre l'informatique et la philo, ce qui est très marrant pour ceux que ça intéresse, de savoir comment on traduit le concept de causalité en code pour le mettre dans un robot. Parce que c'est quand même assez utile d'avoir un robot qui comprend la causalité quand même. En général, pour se dépatouiller dans la vie de tous les jours, c'est assez intéressant. Et là aussi, bah, ce concept de causalité, il est intéressant pour la vie de tous les jours, mais est-ce qu'il vient de l'observation? C'est quelque chose qu'on a appris, ou est-ce que finalement c'est encore un truc un peu naturel, quoi? Donc vraiment, ce qui a intéressé les gens dans les doutes de Hume, c'est ça, c'est tous ces concepts qui ont l'air fondamentaux, même pour la connaissance, finalement pour la science, savoir qu'il y a des objets extérieurs, qu'il y a des lois de la nature stables et qu'il y a des choses qu'en causent d'autres. C'est un peu dur de faire de la science sans supposer tous ces trucs, je pense que vous êtes d'accord. Mais d'où viennent ces idées en fait? Et Hume nous dit, bah, ça vient pas de l'observation. Alors, est-ce que c'est un retour aux idées innées? Hume n'a pas envie, hein. Donc il dit juste c'est des instincts. Je suis pas sûr que ce soit très différent. C'est juste pas des idées. C'est des instincts, c'est pas des idées. Mais justement, c'est ces questions-là qui vont être en fait au cœur de la philosophie de Kant. C'est dur de comprendre la philosophie de Kant sans comprendre que c'est une tentative pour répondre à ces questions. Parce qu'il y a deux questions qui se posent, c'est est-ce que ces concepts sont innés et viennent pas de l'expérience? Alors vous pouvez dire, bah oui, en fait. Hein, je vous dis, aujourd'hui, c'est un peu le consensus dans pas mal de disciplines, même s'il y a encore des débats. Mais la deuxième question qui se pose, c'est si ces concepts sont innés, et si la science se base sur ces concepts, si elle se base sur la croyance qu'il y a des substances, des lois de la nature stable, de la causalité, comment on sait que la science est fiable? Qu'est-ce qui nous prouve que ces idées, elles correspondent vraiment à comment le monde fonctionne, si vous voulez? Si vous bâtissez votre science sur des idées qui n'ont pas de preuves, qui ne sont pas tirées de l'expérience, mais qui sont juste des idées naturelles de l'être humain,
quelle preuve vous avez que ces idées naturelles, elles correspondent vraiment à la structure de comment fonctionne le monde? Et ça va être tout le débat. Et donc on va discuter de Kant donc la semaine prochaine. On est un peu en retard sur le programme, mais c'est pas grave. Parce que c'est important que vous ayez compris ça. Je sais que c'était un peu technique, ça va être encore technique la semaine prochaine, puis après ça ira mieux. C'est vraiment le moment un peu difficile. Et tout ça, ça va amener à des réflexions métaphysiques très profondes sur la nature de l'univers. Mais il faut vraiment voir l'histoire. Le premier pas, c'est vraiment ces doutes-là qui est on interprète les observations, on interprète le monde en se basant sur un certain nombre de concepts très précis. Il y a des objets stables, il y a des lois de la nature, il y a des relations de cause à effet. La question, c'est d'où viennent ces idées? Et Hume, c'est quelqu'un qui dit, bah, moi je suis empiriste, je pense que toutes les idées viennent de l'expérience, mais je ne trouve pas comment ces idées peuvent venir de l'expérience. Ce qui pose quand même une petite question et qui va susciter beaucoup de réflexions métaphysiques. Donc c'est Kant qui va reprendre le flambeau et on fait Kant la semaine prochaine. Donc,